Chapitre 7. Tous les Jacks jusqu'au dernier. Silas était préoccupé depuis plusieurs mois. Il désertait à présent le cimetière des journées, parfois des semaines entières. À Noël, Miss Lupescu était venue le remplacer pendant 3 semaines, et Bob avait pris ses repas avec elle dans son petit appartement de la vieille ville. Elle l'avait même emmené voir un match de football, comme promis par Silas, mais elle s'en était retournée dans le lieu qu'elle dénommait le Vieux Pays, après avoir pincé les joues de Bob et l'avoir appelé Nimini, le petit nom qu'elle lui donnait désormais. À présent, Silas était parti, et Miss Lupescu aussi, et Monsieur et Madame Owens, assis dans la tombe de Josias Worthington, s'entretenaient avec ce dernier. Aucun d'entre eux n'était gai. Si vous voulez dire que qu'il ne vous a pas précisé où il allait ni comment prendre son enfant, demanda Josias Worthington. Comme il secouait la tête, il ajouta: Mais alors, où est-il? Aucun des Owens ne savait que répondre. Il ne s'est jamais absenté si longtemps, se lamente le sieur Owens, et il a promis lorsque l'enfant est venu à nous, promis qu'il serait là ou que quelqu'un d'autre serait là pour nous aider à en prendre soin. Il l'a promis. Je crains qu'il lui soit arrivé quelque chose, s'inquiéta mademoiselle Owens. Il semblait proche des larmes, puis des larmes se muèrent en colère. C'est trop vil de sa part, il n'y a aucun moyen de le trouver, de le faire revenir? Pas à ma connaissance, dit Josias Worthington, mais je crois qu'il a laissé de l'argent dans la crypte, pour la nourriture du garçon. De l'argent, éclata M. Owens. À quoi bon de l'argent? Bob en aura besoin s'il doit s'acheter à manger, commença M. Owens. Mais mademoiselle Owens se tourna vers lui. Il n'en a pas un pour rattraper l'autre. Elle sortit du tombeau Worthington et partit à la recherche de son fils, qu'elle trouva, comme si elle s'y attendait, au sommet de la colline, en train de contempler la ville. Un penny pour tes pensées, lui dit-elle. Tu n'as pas un penny. Il avait 14 ans à présent, et il dépassait sa mère en taille. J'en ai eu 2 dans le cercueil, répondit-elle, sans doute un peu verdi à l'heure où il est, mais je les ai toujours, ça oui. Je pensais au monde, dit Bod. Comment pouvons-nous être sûrs que celui qui a tué ma famille est encore en vie, qu'il est là quelque part? Silas l'affirme. Mais Silas ne nous dit rien de plus. Il ne veut que ton bien, tu le sais. Merci, marmonna Bod sans conviction. Alors, où est-il? Mademoiselle Owens ne fit aucune réponse. Tu as vu l'homme qui a tué ma famille, n'est-ce pas? Insista Bod, le jour où tu m'as adopté. Mademoiselle Owens hocha la tête. Il était comment? Je n'avais Dieu que pour toi, ou presque, voyons. Il avait des cheveux noirs, très noirs, et j'avais peur de lui. Il y avait un visage anguleux, avide et amer à la fois. Voilà comment il était, Silas l'a fait partir. Pourquoi il ne l'a pas simplement tué, demanda Bod d'un ton farouche. Il aurait dû le tuer à ce moment-là, c'est tout. Mademoiselle Owens toucha de ses doigts froids le dos de sa main. Ce n'est pas un monstre, Bod. Si Silas l'avait tué à l'époque, je serais en sécurité à présent, je pourrais aller partout. Silas en sait plus que toi sur tout cela, plus qu'aucun d'entre nous. Et Silas connaît bien la vie et la mort. Ce n'est pas si facile. Comment s'appelait-il, l'homme qui les a tués? Il ne l'a pas dit, pas à ce moment. Bod inclina la tête et fixa sur elle des yeux gris comme nuages d'orage. Mais tu le sais, n'est-ce pas? Il n'y a rien que tu puisses faire, Bob. Si, je peux apprendre tout ce que j'ai besoin pour savoir tout ce que je peux. J'ai appris les portes des Gould, j'ai appris la songerie. Miss Lupescu m'a appris à regarder les étoiles. Silas m'a appris le silence. Je sais hanter, je sais m'effacer, je connais chaque pouce de ce cimetière. Mademoiselle Owens tendit la main, toucha l'épaule de son fils. Un jour, commença-t-elle, puis elle hésita. Un jour, elle ne pourrait plus le toucher. Un jour, il les quitterait un jour, alors elle se ravisa. Silas m'a dit que l'homme qui avait tué ta famille s'appelait Jack. Bob ne répondit rien, puis il hocha la tête. Mère, qu'y a-t-il, mon fils? Quand Silas reviendra-t-il? Le vent de minuit était froid et il soufflait du nord. Mademoiselle Owens n'était plus en colère, elle craignait pour son fils. Tout ce qu'elle dit fut « J'aimerais le savoir, mon enfant chéri. J'aimerais le savoir. » Scarlett Ambers Perkins avait 15 ans à ce moment précis. Installée sur l'impériale du vieil autobus, elle n'était qu'une masse de haine rageuse. Elle haïssait ses parents d'être séparés, elle haïssait sa mère d'avoir quitté l'école, haïssait son père parce qu'il ne semblait pas se soucier qu'elle soit partie. Aussi, c'est la fille
les chapitres 1 et 2 que Bob il avait rencontré dans le cimetière et qu'ils ont fait des conneries. Elle haïssait cette ville si différente, rien à voir avec Glasgow où elle avait grandi. Et elle la haïssait parce que de temps à autre, elle tournait à un coin de rue, voyait quelque chose et le monde devenait horriblement, douloureusement familier. Elle était sortie de ses gonds ce matin-là avec sa mère. Au moins, à Glasgow, j'avais des amis, avait-elle explosé, criant presque, sanglotant presque. Je ne les reverrai jamais. Eh bien, dis-toi que tu es à un endroit où tu as déjà vécu. Tu sais, on habitait ici quand tu étais petite. Voilà tout ce que sa mère avait trouvé à lui répondre. Je ne m'en souviens pas et je ne connais plus personne. Tu voudrais que je retrouve mes vieux copains que j'avais quand j'avais 5 ans, c'est ça que tu veux? Eh bien, ce n'est pas moi qui vais t'en empêcher. Scarlett avait passé toute une journée en colère. Elle l'était encore, elle haïssait son lycée, elle haïssait le monde. Et en ce moment, elle haïssait tout particulièrement le réseau de bus municipal. Tous les jours après les cours, le bus 97 pour Centre-Ville l'emmenait depuis les portes du lycée jusqu'au bout de la rue où sa mère avait lui un petit appartement. Elle avait attendu presque une demi-heure par l'arrêt et par cet après-midi d'avril venté. Aucun 97 n'était apparu, si bien qu'en voyant un 121 marqué Centre-Ville, elle était montée dedans, mais à l'endroit où son bus tournait toujours à droite, celui avait tourné à gauche, vers la vieille ville. Il était passé devant le jardin public en face du vieil hôtel de ville, devant la statue du baronnier Josias Worthington, et avait grimpé une rue sinueuse sur la colline, bordée de hautes maisons, tandis que le cœur de Scarlett sombrait et que sa colère faisait place au désespoir. Elle descendit de l'impériale, se faufila vers l'avant, lorgna, le voyant, lui intimidant de ne pas parler au conducteur. Après le démarrage, il dit « Excusez-moi, je voudrais aller à l'avenue des Acacias. » « Alors tu aurais dû prendre le 97, dit la conductrice, une femme corpulente à la peau encore plus sombre que celle de Scarlett. Mais celui-ci va au centre-ville, tout au bout de la ligne. Mais même si tu vas jusque-là, tu devras repartir en arrière, la femme soupira. Le mieux, c'est de descendre ici et de redescendre la colline à pied. Il y a un arrêt devant l'hôtel de ville, et là tu peux prendre un 4 ou un 58. Les deux te rapprochent bien de l'avenue des Acacias. Tu descends au centre sportif et de là tu termines à pied. Tu as tout compris? Le 4 ou 58. Je vais te laisser descendre ici. C'était un arrêt sur demande à flanc de colline. Juste après une paire de grandes grilles de fer, lugubre et peu accueillantes, Scarlett resta entre les portières ouvertes jusqu'à ce que la conductrice dît « Allez, descends !» Elle prit le pied sur le trottoir et le bus, vomissant une fumée noire, s'éloigna en rugissant. Le vent secouait les arbres de l'autre côté du mur. Scarlett entreprit de redescendre la colline. Voilà, c'était pour ça qu'il lui fallait un téléphone portable, se dit-elle. Si elle avait ne serait-ce que 5 minutes de retard, sa mère pétait les plombs, mais elle se refusait quand même à lui en acheter un. Eh bien, tant pis, elle devrait subir encore un pétage de plomb, et ce ne serait pas le premier ni le dernier. Elle était arrivée à la hauteur de la grille ouverte, elle jeta un coup d'œil à l'intérieur et... Bizarre, pensa-t-elle tout haut. Il existe une expression, le déjà-vu, pour décrire ce sentiment de s'être déjà retrouvé quelque part, d'avoir déjà rêvé ou vécu ce moment dans sa tête, sans qu'on sache vraiment comment. Scarlett en avait déjà fait l'expérience. Savoir qu'une prof allait leur dire qu'elle avait passé ses vacances à Inverness ou que quelqu'un avait déjà lâché une cuillère exactement comme ceci, mais là c'était différent. Ce n'était pas l'impression de s'être déjà trouvé là, c'est réel. Scarlett franchit la grille ouverte et pénétra dans le cimetière. Une pie s'envola au moment où elle entra. Éclat noir, blanc ou vert irisé. La lasse posée dans les branches d'un buis en l'observant. Derrière ce virage, se dit-elle, il y a une église, avec un banc devant. Et elle se tourna le coin et vit l'église, bien plus petite que celle qu'elle avait en tête. Un petit édifice gothique en pierre grise, sinistre et compact, d'où surgissait une flèche, devant, un banc de bois usé par les intempéries. Elle s'en approcha, s'assit sur le flanc et remua les jambes comme si elle était encore petite fille. Bonjour, fit une voix derrière elle. Très mal élevée de ma part, je sais, mais pourriez-vous m'aider à tenir ceci? J'avais vraiment besoin d'une deuxième paire de mains si ça vous dérange pas. Scarlett regarda autour d'elle et vit un homme en imperméable mastic accroupi devant une pierre tombale. Il tenait une grande feuille de papier que le vent agitait. Elle se hâta pour le rejoindre. Tenez ça par là, dit l'homme. Une main ici, une main là. C'est ça, j'abuse terriblement, je sais, formidablement reconnaissant. Une boîte à biscuits en fer blanc était posée à côté de lui. Il en sortit ce qui ressemblait à une craie grasse de la taille d'une petite bougie.
Il se mit à frotter sur la pierre d'un geste plein d'aisance et d'expérience. Voilà, conclut-il gaiement, c'est terminé. Oups, encore un petit tortillon, là et là. Je pense que cela représente du lierre. Les Victoriens adoraient mettre du lierre partout, très symbolique, savez-vous. C'est fait, vous pouvez lâcher maintenant. Il se leva, passa la main dans ses cheveux gris. Oui, grand temps que je me lève, les fourmis dans les jambes. Alors qu'est-ce que ça donne? La pierre était couverte de lichen vert et jaune, usée et fanée au point d'être presque indéchiffrable, mais le frottis était clair. Magella Godspeed, jeune fille de cette paroisse, 1791-1890. Elle a quitté ce monde, mais pas nos souvenirs, lut Scarlett à voix haute. Et même leurs souvenirs, elle les a sans doute quittés à l'heure où il est, commenta l'homme. Son crâne se dégarnissait, il eut un sourire hésitant et la regardant en clignant des yeux derrière ses petites lunettes rondes qui lui donnaient un peu l'air de gentil hibou. Une grosse goutte de pluie s'écrasa sur le papier. L'homme roula pressamment avant de s'emparer de sa boîte de craie. Encore une poignée de gouttes, et Scarlett ramassa le carton à dessin qui lui désignait, appuyé sur l'autre pierre tombale, et le suivit sous une minuscule porche de l'église à l'abri de la pluie. Merci beaucoup, dit-il. Je ne pense pas qu'il pleuve beaucoup. La météo pour cet après-midi disait plutôt ensoleillé. Comme pour le contredire, le vent souffla en bourrasque froide et la pluie redoubla. Je sais ce que vous pensez, confia Scarlett le frotteur de tombe. Ah oui, ma mère m'avait tué. Ma mère va me tuer, voilà ce qu'elle pensait. Vous vous demandez si c'est une église ou une chapelle funéraire, la réponse est d'après mes renseignements, il a bien une petite église sur ce site. Tout dépendait du cimetière d'origine, cela remonte bien à 800 ou 900 après Jésus-Christ, rénové et agrandi plusieurs fois depuis. Mais il y a déjà eu feu ici des années 1820 et à l'époque elles étaient déjà trop petites pour le quartier. Les gens d'ici allaient à la messe à Saint-Dunanst, sur la place du village, si bien qu'au moment pour la reconstruire, ils en ont fait une chapelle funéraire en conservant de nombreux éléments de l'ancienne. Il paraît que les vitraux du fond sont d'origine. En fait, le coup à Scarlett, je pensais que ma mère allait me tuer. J'ai pris le mauvais bus et je suis arrivé très en retard. Seigneur, pauvre petite, écoute, j'habite juste en bas de la rue, attends-moi ici. Et sur ce, il lui fourra dans les mains son carton à dessin sur la boîte de craie et son papier roulé. Il partit de pas de course vers la grille, courbant les épaules sous la pluie. 2 ou 3 minutes plus tard, Scarlett vit les phares et entendit un klaxon. Elle joignit la grille en courant et trouva la voiture. Une vénérable mini verte. L'homme euh, avec qui elle devait parler était sur le siège conducteur et il baissa la vitre. Viens, dit-il, je t'emmène où au juste? Scarlett resta sur place sous la bulle qui déguenait dans le montre. Je ne monte pas en voiture avec les inconnus. Tu as bien raison, répliqua Mal, mais en remerciant de tes services, enfin, tiens bon. Pose ça derrière et avant que je ne sois trempé. Il ouvrit la portière côté passager et Scarlett se pencha à l'intérieur pour poser tant bien que mal les affaires. Voilà ce qu'on va faire, lui posa-t-il. Tu n'as qu'à téléphoner à ta mère, sers-toi de mon portable si tu veux, et lui donner mon numéro de plaque minéralogique. Tu peux faire ça à l'intérieur, tu es en train de te faire tremper. Scarlett hésita. La pluie commençait à lui plaquer les cheveux sur le crâne. Il faisait froid. L'homme tendit les bras et le bras lui offrit son téléphone. Scarlett le regardait. Elle se rendit compte qu'il n'avait plus peur d'appeler sa mère que de monter dans la voiture. Je pourrais aussi appeler la police, n'est-ce pas, dit-elle alors. Mais certainement, ou tu peux rentrer à pied, ou tu peux simplement appeler ta mère pour lui demander de venir te chercher. Scarlett assit sur le siège passager et ferma la portière. Elle garda le téléphone de l'homme à la main. Où habites-tu lui demanda-t-il. Vraiment, vous ne sentez pas obligé, vous pouvez me déposer à l'arrêt de bus. Je te ramène chez toi à l'adresse 102, avenue des Acacias. Elle donne sur la grande route, juste un peu après le grand centre sportif. Eh bien, dis-moi, tu as fait un sacré détour, en effet. Bien, à la maison. Il desserra le frein à main, fit demi-tour et descendit la colline. Il y a longtemps que tu vis ici, la questionna-t-il. Pas très, on m'a aménagé juste après Noël, mais on a déjà habité ici quand j'avais 5 ans. Est-ce un accent irlandais que j'entends? On a vécu en Écosse pendant 10 ans, là-bas je parlais comme tout le monde, et je suis arrivé ici, et maintenant qu'on me remarque comme le nez au milieu de la figure. Elle voulait que cela sonne comme une blague, mais c'était vrai. Elle l'entendit en le disant, pas drôle, juste pénible. L'homme conduisait jusqu'à l'avenue des Acacias, se gara devant la maison, puis insista pour l'accompagner jusqu'à la porte. Quand on va ouvrir, il se confondit en excuses. Absolument navré, j'ai pris la liberté de vous ramener votre fille. On voit que vous l'avez bien élevée, elle ne doit pas montrer en voiture avec les inconnus.
Mais vous savez ce que c'est, il pleuvait, elle a pris le mauvais bus, elle s'est retrouvée de le mauvais côté de la ville. Une sale histoire, tout ça. Dites-moi ce que vous trouverez dans votre cœur la force de pardonner, pardonnez-lui, et moi aussi. Scarlett, qui s'attendait à ce que sa mère leur crie dessus tous les deux, fut surprise et soulagée d'entendre dire que, ma foi, on n'est jamais trop prudent de nos jours. Et Monsieur était-il professeur et voulait-il une tasse de thé? Monsieur dit qu'il s'appelait Frost et qu'elle devait l'appeler Jay. Mais, et Monsieur Perkins sourit et lui dit de l'appeler Nona. Mademoiselle Perkins sourit et dit de l'appeler Nona. Et elle se mit à la bouilloire à café. En prenant le thé, Scarlett raconta à sa mère ses aventures en autobus et comment elle s'était retrouvée au cimetière et comment elle avait rencontré Monsieur Frost à côté de la petite église. Monsieur Perkins laissa tomber sa tasse. Mademoiselle, comme ils étaient à la table de la cuisine, la tasse ne tomba pas bien loin et se brisa pas, répondit juste le thé. Mademoiselle Perkins s'excusa confusément et alla l'évier chercher une tâche pour l'éponger. Puis elle demanda: le cimetière sur la colline, dans la petite ville, celui-là? J'habite là-bas, expliqua Monsieur Frost. Je fais beaucoup de frottis sur les tombes. Et savez-vous qu'il est classé le parc naturel? Je sais, dit Mademoiselle Perkins, les lèvres serrées, puis elle ajouta: Merci beaucoup d'avoir ramené Scarlett, monsieur Frost. Chacun de ces mots aurait pu être un glaçon, puis je pense que vous devrez maintenant partir. Alors, c'est un peu fort, protesta aimablement Monsieur Frost. Les frottis, c'est pour un projet de recherche sur l'histoire locale. Vous savez, ce n'est pas comme si je déterrais des ossements ou je ne sais quoi. L'espace d'un battement de cœur, Scarlett crut que sa mère allait frapper Monsieur Frost, qui allait simplement l'air inquiet. Mais Mademoiselle Perkins secoua la tête. Excusez-moi, une histoire de famille, dit-elle, vous n'êtes pour rien. Comme elle se força, elle ajouta avec vivacité: vous savez, en fait, Scarlett allait jouer dans le cimetière quand elle était petite. C'était, il y a bien 10 ans. Et elle avait un ami imaginaire là-bas, le petit garçon qui s'appelait Nobody. Un sourire dansa au coin des lèvres de Monsieur Frost. Un petit fantôme? Non, je ne crois pas, il vivait simplement là. Elle a même montré la tombe où il habitait. Donc je suppose que c'était bien un fantôme en fait. Tu te rappelles, ma chérie? Scarlett secoua la tête. Je devais être une drôle de gamine, observa-t-elle. Je suis sûr que tu n'étais pas du tout, dit Frost. C'est une bien gentille fille que vous avez là, Nona. Bien, c'était très agréable, toujours une joie de faire. Nouveaux amis, je vais m'en retourner. Un petit dîner à me préparer, puis j'ai une réunion à la société d'histoire locale. Vous cuisinez vous-même, demanda Mademoiselle Perkins. Oui, je cuisine, enfin, en réalité, je décongèle. Je suis aussi un grand maître du sachet cuisson. Portion individuelle, je vis seul. Un peu vieux garçon poussiéreux. D'ailleurs, dans le journal, ça veut toujours dire homosexuel, pas vrai, pas homo, juste le chat que j'ai jamais rencontré, que je n'ai jamais rencontré la bonne. Et un instant, il eut l'air très triste. Mademoiselle Perkins, qui détestait cuisiner, annonça qu'elle faisait toujours trop à manger le week-end. Et pendant qu'elle s'exclamait qu'il devait enchanté de venir dîner samedi soir. En revenant de l'entrée, tout ce qu'elle dit à Mademoiselle Perkins, à Scarlett, fut: j'espère que tu as fait tes devoirs. Couchée dans son lit ce soir-là, Scarlett repensa aux événements de l'après-midi en écoutant la voiture qui remontait la grande route en crissant. Elle était bienvenue dans le cimetière quand elle était petite. C'était pour cela que tout lui semblait familier. Dans sa tête, elle imagina, elle se remémora, et à un moment, elle s'endormit. Mais dans son sommeil, elle arpentait toujours les allées du cimetière. C'était la nuit. Elle y voyait aussi clairement qu'en plein jour, elle se trouvait à flanc de colline. Il y avait un garçon, à peu près son âge, debout, le dos tourné, qui contemplait les lumières de la ville. Et le garçon, et la Scarlett, qu'est-ce que tu fais? Il regarda autour de lui et semblait avoir du mal à fixer son regard. Qui dit ça? Demanda-t-il, puis: oh, je te vois, plus ou moins. Tu fais une songerie? Je crois que je rêve, acquiesça-t-elle. C'est pas tout à fait ce que je voulais dire, répondit le garçon toujours. Bonjour, je m'appelle Bod. Moi, c'est Scarlett. Il la regarda de nouveau, comme s'il la voyait pour la première fois. Bien sûr, c'est toi. Je savais bien que je te reconnaissais. Tu étais dans le cimetière aujourd'hui avec cet homme. Celui qui avait dans le papier. Monsieur Frost, dit-elle. Oui, il est très gentil, il m'a ramené chez moi, puis elle ajouta. Tu nous as vus? Bah oui, j'ai l'œil un peu tout ce qui se passe dans le cimetière. Qu'est-ce que ce nom, Bod?
C'est le diminutif de nobody. Bien sûr, s'exclama Scarlett, c'est ça le sens de ce rêve. Tu es mon ami imaginaire, c'est lui de quand j'étais petite, et tu as grandi. Il hocha la tête. Il était plus grand qu'elle, il était habillé en gris, quoiqu'elle n'aurait pas su décrire ses vêtements. Ses cheveux étaient trop longs, et elle se dit qu'il avait un bout du temps qu'on ne lui avait pas fait une coupe. Tu étais très courageux, se rappela-t-elle. On a descendu au fond de la colline, on a vu l'homme indigo, et on a rencontré la vouivre. Il se passa alors quelque chose dans sa tête. Cela se bousculait et ça tournoya. Un tourbillon de ténèbres et une collection d'images. Je me souviens, dit Scarlett. C'est à cette obscurité vide de sa chambre qu'elle s'est adressée et elle n'entendit rien d'autre que réponse que le grondement grave d'un camion soudain qui avançait lentement dans la nuit. Bod avait fait des tonnes de nourriture du genre qui se gardait longtemps, caché dans la crypte et le plus froid des tombeaux, cabots et mausolées. Silas y avait veillé. Il avait assez manger pour plusieurs mois encore, en l'absence de Silas ou de Miss Lupescu. Il refusait tout simplement de sortir du cimetière. Le monde au-delà de la grille lui manquait, mais il savait qu'il n'était pas en sécurité là-bas. Pas encore. Le cimetière, toutefois, était son monde et le dominait, et son domaine. Il en était fier et l'aimait aussi fort qu'un garçon de 14 ans peut aimer. Et pourtant, dans ce cimetière, personne ne changeait jamais. Les enfants qui jouaient avec Bud quand il était petit étaient toujours des enfants. Fortinbras Bartleby, qui avait été son meilleur ami, était à présent de 4 ou de 5 ans son cadet, et ils avaient de moins en moins de choses à se dire quand ils se voyaient. Thackeray Porringer avait son âge et sa taille, et il semblait mieux disposé à son égard, et il se promenait le soir avec Bud et lui racontait les malheurs arrivés à ses amis. En général, ces histoires se terminaient par leur pendaison, sans qu'ils aient rien fait de mal par erreur, mais parfois ils avaient simplement déporté dans des colonies américaines et n'avaient pas à se faire pendre, sauf s'ils revenaient. Lisa Hemstock, qui était l'amie de Bod depuis 6 ans, avait changé d'une autre manière. Elle était moins souvent disponible pour lui quand il descendait la voir, le coin couvert d'orties, et les rares fois où elle était là, elle se montrait soupolée, raisonneuse et souvent carrément grossière. Elle en parla à Monsieur Owens, qui réfléchit un moment avant de se prononcer. Ce sont simplement les femmes, je suppose. Elle t'appréciait en tant que petit garçon. Elle ne sait sans doute plus très bien qui tu es, à présent que tu es un jeune homme. J'ai joué tous les jours avec une petite fille à Malamar au canard jusqu'à ce qu'elle ait à peu près ton âge. Et là, elle m'a jeté une pomme à la tête en m'ordonnant de ne plus lui dire un mot jusqu'à mes 17 ans. Mademoiselle Owens renifla. C'est une poire que je t'ai jetée, dit-elle d'un ton acerbe, et je vous ai reparlé bien assez tôt, puisque j'ai dansé avec vous au mariage de votre cousin Ned, 2 jours seulement après votre 16e anniversaire. Bien sûr, ma vie, vous avez raison. Mamie. Mamie, M-A-I-E, M-A espace M-I-E. Elle fit un clin d'œil au Bod pour lui indiquer que rien du tout de cela n'était sérieux. Puis tout articula sérieusement. 17e. Pour lui indiquer qu'en fait, c'était bien ça. Bod ne s'était autorisé aucun ami parmi les vidants, car comme il l'avait compris pendant sa courte scolarité, cela n'apportait que des ennuis. Néanmoins, il n'avait pas oublié Scarlett, qui lui avait manqué pendant des années après son départ, et il s'était depuis bien longtemps résigné à ne jamais la revoir, et voilà qu'elle était revenue au cimetière, qu'il ne l'avait pas reconnue. Il s'efforçait de plus en plus loin dans l'enchevêtrement de lierre et d'arbres, qui rendait si périlleusement le quart nord-ouest du cimetière. Des panneaux conseillaient aux visiteurs de ne pas s'y aventurer, mais c'était une précaution superflue. Tout était menaçant et lugubre. Une fois franchi le fouillis de lierre marquant la fin de la promenade égyptienne et les portes noires des fausses murailles antiques qui menaient au dernier repos des gens. Au nord-ouest, la nature revendiquait le cimetière depuis presque un siècle. Les pierres tombales étaient renversées, les tombes oubliées ou simplement perdues, sous le lierre vert et les feuilles tombées depuis 50 ans. Les sentiers étaient effacés et impraticables. Bod avança avec précaution. Il connaissait bien la zone. Il savait bien qu'elle était dangereuse. L'année de ses 9 ans, il était parti en exploration précisément à cet endroit lorsque le sol s'est dérobé sous ses pieds, se précipitant sous presque 6 mètres plus bas dans un trou. Le tombeau avait été creusé profond pour accueillir de nombreux défunts. Mais il n'y avait pas de stèle et ne contenait qu'un cercueil. Tout au fond, celui d'un jeune carabin fort exalté nommé Carster. Celui-ci, apparemment ravi de l'arrivée de Bod, avait insisté pour examiner son poignet, qu'il s'était tordu dans sa chute en s'accrochant à une racine, avant de se décider pour qui aller chercher de l'aide. Si Bod traversait lentement le quartier nord-ouest, ce bourbier de feuilles mortes
le fouillis de terre où le renard où, où les renards creusaient leur terrier, où les angles tombaient et fixaient aveuglément le ciel, c'était parce qu'il avait très envie de s'entretenir avec le poète. Néhémie Trott était son nom. Sur sa pierre tombale, sous la verdure, on pouvait lire Si Gilles la débouille de Néhémie Trott, poète, 1741-1774. Le cygne chante avant de mourir. Maître Trott, appela Bud, puis-je vous demander un conseil? Néhémie Trott eut un large sourire blême. Bien sûr, mon brave garçon, les conseils du poète sont la politesse des rois. Que puis-je faire pour moindre, non pas moindre, pour passer un baume sur ta peine? En fait, je ne suis pas dans la peine, c'est juste que, bon, il y a une fille que j'ai connue et que je ne sais pas trop si je dois aller la trouver pour lui parler, ou si je devrais mieux tout oublier. Néhémie Trott se dressa de toute sa hauteur, qui était inférieure à celle de Bod, et porta ses deux mains dans sa poitrine avec emphase. Oh, tu dois aller à elle et l'implorer. Tu dois appeler ta terpsichore, ton écho, ta Clytemnestre. Tu devras lui écrire des poètes, des odes puissantes. Je t'aiderai. Et alors, seulement, tu gagneras le cœur de ta dulcinée. Je n'ai pas vraiment besoin de gagner son cœur, ce n'est pas ma dulcinée, juste quelqu'un avec qui j'aimerais bien parler. De tous les organes, déclama Néhémie Trott, la langue est la plus remarquable. Car si nous n'en usons pour goûter les vins fins comme les poissons amers, c'est aussi cette même langue qui nous forge les mots les plus doux comme les plus cruels. Va à elle, parle-lui, ce n'est pas raisonnable. Tu le dois, jeune homme, il le faut. J'en ferai des vers après la défaite et la victoire. Mais si je souhaite, mais si je cesse de m'effacer pour une personne, les autres me voient plus facilement. Ah, vois-moi bien, jeune Léandre, jeune héros, jeune Alexandre. Si tu ne risques rien, à la tombée du jour, tu n'auras rien conquis. Bien vu. Bob était content de lui. Il se féliciter d'avoir demandé conseil au poète. C'est vrai, se dit-il. Si on ne peut pas faire confiance à un poète pour donner des conseils avisés, à qui faire confiance? Ce qui lui fit penser. Monsieur Trott, parlez-moi de la vengeance. Un plat qui se mange froid, professa Néhémie Trott. Je ne me venge pas dans le feu de l'instant, au contraire, attends l'heure propice. Un jour, un scribouillard de Grub Street nommé O'Leary, un Irlandais, faut-il préciser, eut le toupet, la confondante effondrerie de qualifier mon premier cercueil de poèmes, un florilège de beauté composé pour les jeunes gens de qualité, de ramassis de vers de mirliton, et de conclure que le papier sur lequel ils étaient couchés eût mieux servir à mon... à... Non, je ne puis le dire. Convenons simplement qu'il n'était pas une déclaration... C'était une déclaration de la plus basse vulgarité. Mais vous vous êtes vengé de lui? Demanda Bod avec curiosité. De lui et de toute sa race pestilentielle. Oh, j'ai eu ma revanche, maître Owens, et elle fut terrible. J'écrivis et fis publier une lettre que je clouai aux portes des maisons publiques de Londres, fréquentées par les plumitifs de son espèce, et j'y expliquai que le génie poétique était une chose fragile, que je n'écrirais plus pour eux, désormais, mais uniquement pour moi-même et la postérité, et que, de toute ma vie, je ne publierai plus un poète pour eux. Je laisserai donc les instructions pour qu'à ma mort mes poèmes eussent enseveli avec moi, non publiés, et le jour où ma postérité prendrait conscience de mon génie, comprendrait que des centaines de mes vers étaient perdus. Perdus! Alors, et alors seulement, mon cercueil pourrait être exhumé, non seulement mes poèmes pourraient être arrachés à mes froides mains et publiés enfin, pour la joie et le plaisir de tous, une chose terrible que d'être en avance sur mon temps. Et après votre mort, on vous a déterré et on vous a imprimé vos poètes? Vos poèmes, pas encore, non, mais le temps ne manque pas, vaste est la postérité. Alors, c'était ça votre vengeance? Tout à fait, ô combien puissante et assureuse. Oui, fit Bob, un peu convaincu. Un plat qui se mange froid, répéta Néhémie Trott, tout fier. Bob sortit du quart nord-ouest, retraversa la promenade égyptienne jusqu'aux allées plus ordonnées et aux chemins bien nets, et dans la nuit tombante regagna en flânant au la vieille chapelle, pas parce qu'il espérait que Silas fût rentré de ses voyages, mais parce que toute sa vie il s'était rendu à la chapelle au crépuscule, et que c'était agréable d'avoir un rythme de vie. En plus, il avait faim. Bod se glissa à travers la porte de la crypte et descendit. Il déplaça une boîte en carton pleine d'archives paroissiales humides et racornies, et prit une brique de jus d'orange, une pomme, un paquet de graisins et un morceau de fromage.
qu'il mangeait tout en se demandant comment rejoindre Scarlett et si c'était souhaitable. Il ferait une songerie peut-être. C'était ainsi qu'elle était venue à lui. Il était sorti et allait s'asseoir sur le banc de bois gris lorsqu'il vit une chose qui le vit hésiter. Une personne était là, assise sur un banc, elle lisait un magazine. Bud s'effaça encore plus et devint un élément du cimetière, sans plus d'importance qu'une ombre ou une brindille. Mais elle leva la tête, elle regarda vers lui et demanda: Bud, c'est toi? Il ne dit rien d'abord, puis: Comment ça se fait que tu me vois? J'ai failli ne pas te voir au début. Je t'ai pris pour une ombre ou je ne sais quoi, mais tu es comme dans mon rêve. Tu t'es précisé, on dirait. Il s'approche du banc. Tu arrives vraiment à lire? Il ne fait pas trop noir pour ça? Scarlett referma le magazine. C'est bizarre, dit-elle. On croirait qu'il fait trop sombre, mais j'arrive très bien à lire sans problème. Il s'arrêta, incertain de ce qu'il avait voulu demander. Tu es là toute seule? Elle opina. J'ai aidé Monsieur Frost à faire des frottis sur les tombes après les cours, et ensuite, je lui dis que j'avais envie de m'asseoir pour réfléchir un petit moment. Je lui ai promis d'aller boire le thé avec lui quand j'aurai fini, et il me reconduira chez moi après. Il ne m'a même pas demandé pourquoi, il m'a dit aussi qu'il s'adorait s'asseoir dans les cimetières, et qu'il trouve que ce sont les endroits les plus paisibles du monde. Puis elle demanda: Je peux te serrer dans les bras? Tu veux? Oui. Bon alors, Bod réfléchit un instant. Moi ça ne me dérange pas. Les mains ne vont pas te traverser ni rien, tu es vraiment là? Tu ne vas pas me traverser, lui promit-il. Elle jeta ses bras autour de lui et serra si fort qu'il pouvait à peine respirer. Tu me fais mal. Scarlett la lâcha. Pardon. Non, c'était bien. Enfin bon, genre, tu as serré plus fort que je viens de m'attendre, c'est tout. Je voulais juste savoir si tu étais réel. Pendant des années, j'ai cru que tu existais que dans ma tête. Ensuite, j'étais plus ou moins oublié. Mais non, je ne t'ai pas inventé. Tu es de retour, tu es dans ma tête, tu es aussi dans ce monde. Bonne souris. Tu portais un genre de manteau. Il était orange et chaque fois que je voyais cet orange particulier, je pensais à toi. Suppose que tu ne l'as plus, ce manteau. Non, depuis longtemps. Il serait un peu petit pour moi maintenant. Oui, bien sûr. Il faut que je rentre, dit Scarlett. Mais je me disais que tu pourrais revenir ce week-end, on est mercredi, ajouta-t-elle, en voyant l'expression de Bud. Ça me plairait bien. Elle se détourna pour partir, puis elle demanda: Comment je te trouve la prochaine fois? C'est moi qui te trouverai, ne t'en fais pas. Moi seul, et je te trouverai. Elle hocha la tête et disparut. Bud s'enfonça dans le cimetière et gravit la colline jusqu'au mausolée des Frobisher. N'y pénétra pas, y escalada l'édifice par le côté en posant ses pieds sur l'épaisse racine du lierre, et se hissa sur le toit de pierre, où il resta assis à réfléchir en contemplant l'univers en mouvement au-delà du cimetière. Il se rappela comment Scarlett l'avait tenu dans ses bras et comment il s'était senti en sécurité, ne fût-ce que pour un instant, et il pensa que ce serait bon de déambuler sans danger sur les lierres des terres du dehors, et que c'était bon d'être maître de son petit monde à lui. Scarlett déclara qu'elle ne voulait pas de tasse de thé, merci, ni de biscuits au chocolat. Monsieur Frost s'inquiéta. Franchement, on dirait que tu as vu un fantôme. Bien sûr, quitte à en voir un cimetière, c'est tout indiqué. Hmm. J'ai eu une tante qui racontait que sa perruche était hantée. Elle était verte, à la tête jaune, et la tante était architecte. Jamais connu les détails de l'histoire. Je veux bien, insista Scarlett, la journée était longue, c'est tout. Alors que je ramène chez toi, j'ai l'idée, si ça veut une idée sur ce que veut dire ça, une journée et demie que je me triture les méninges dessus. Il désigna un frottis de tombe et une petite table, maintenue à plat par le pot de confiture à chaque coin. Ce nom, tu crois que c'est Gladstone, peut-être, la famille du Premier ministre? Mais je ne déchiffre rien d'autre. Moi non plus, dit Scarlett. Je regarderai mieux quand je viendrai samedi. Tu crois que ta mère fera une apparition? Elle m'a dit qu'elle déposerait ici dans la matinée, ensuite elle irait faire les courses pour notre dîner. Elle fait un poulet rôti. Tu crois? Demanda Monsieur Frost, avec espoir qu'il y aura des pommes de terre sautées. Normalement, oui. Monsieur Frost semblait enchanté. Mais je veux pas déranger. Mais je veux pas la déranger, ajouta-t-il. Ça lui fait très plaisir, assura Scarlett avec sincérité. Merci de me ramener chez moi. Mais de rien du tout. Ensemble, ils descendirent l'allée et de la haute maison étroite de Monsieur Frost, jusqu'à la petite entrée en bas des marches. À Cracovie, sur la colline de Wawel, il y a des grottes qu'on appelle repères du dragon, à cause d'un dragon mort depuis longtemps. Elles sont bien connues des touristes. Sous les grottes, il y en a d'autres, dont les touristes ignorent l'existence et qu'ils ne visitent jamais. Elles sont très profondes et elles sont habitées. Silas passa en premier, suivi par l'immensité masse de Miss Lupescu, qui avançait en silence sur ses quatre pattes juste derrière lui. Kandar,
Une momie assyrienne enveloppée de bandelettes, avec de puissantes ailes d'aigle et des yeux comme des rubis, fermait la marche, un petit cochon sous le bras. Ils étaient 4 au départ, mais ils avaient perdu Haroun, bien plus haut, dans une grotte des frites. Trop sûr de lui comme tous ceux de sa race, il avait posé le pied dans un espace entouré de 3 miroirs de bronze poli, et un éclair de lumière métallique l'avait englouti. L'instant d'après, on pouvait encore le voir dans le miroir, mais plus du tout dans la réalité. Les yeux flamboyants s'écarquèrent et sa bouche s'agita comme s'il leur criait de partir et de prendre garde, puis il s'évanouit et disparut définitivement. Silas ne craignit pas du tout les miroirs, et il en couvrit un de son manteau et neutralisa le piège. Eh bien, dit-il, nous ne sommes plus que 3. Et un cochon, précisa Candar. Pourquoi articula Miss Lupescu avec sa langue de loup, entre ses crocs de loup? Pourquoi le cochon? Ça porte chance. Miss Lupescu grogna. Elle n'était pas convaincue. Haroun avait-il un cochon demanda simplement Candar. Chut, fit Silas. Ils arrivèrent à les entendre. Ils sont nombreux. Qu'ils viennent, chuchota Candar. La nuque de Miss Lupescu s'érissa. Elle ne dit mot. Elle était prête à les recevoir. Et elle fut faire un effort pour ne pas renverser la tête en arrière et hurler la mort. C'est beau, par ici, dit Scarlett. Oui, dit Bod. Du coup, autre plateau. Hein. Alors, comme ça, toute ta famille a été tuée. Est-ce que tu sais qui a fait le coup? Non, pas à ma connaissance. Mon tuteur dit seulement que celui qui a fait est encore en vie, et qu'un jour il me racontera tout ce qu'il sait d'autre. Un jour, quand je serai prêt. Il a peur de quoi? Que tu prennes ton pistolet et que tu partes sur ton cheval pour te venger de l'homme qui t'a tué ta famille? Bod la regarda avec sérieux. Évidemment, pas un pistolet, bien sûr, mais oui, quelque chose comme ça. Tu plaisantes. Bod ne répondit rien. Ses lèvres étaient serrées et il secoua la tête. Je ne plaisante pas. C'était un samedi matin radieux et ensoleillé. Ils étaient juste derrière l'entrée de la promenade égyptienne, abrités du soleil par les pins et l'immense Orocaria. Son tuteur, c'est un mort, lui aussi. Je ne parle pas de lui. Scarlett eut l'air peiné. Même à moi, même à toi. Bon, si ça t'amuse. Écoute, je suis désolé, je ne voulais pas commencer à Bod. Juste un moment où Scarlett disait J'ai promis à Monsieur Frost de ne pas rester trop longtemps, je ferai bien de rentrer. D'accord, concéda Bod, inquiété de l'avoir offensé, incertain de ce qu'il fallait dire pour arranger les choses. Il regarda Scarlett s'éloigner à grands pas dans l'allée sinueuse qui menait à la chapelle. Une voix féminine bien connue s'éleva, sur le ton de la dérision. Non mais regardez-moi ça, Sa Majesté. Mais il n'y avait personne en vue. Bod, encombré de sa maladresse, remonta la promenade égyptienne. Miss Lilibet et Miss Violette avaient laissé entreposer un carton plein de vieux livres de poche dans leur caveau, et ils voulaient trouver quelque chose à lire. Scarlett aida Monsieur Frost avec ses frottis jusqu'à l'heure de midi, où ils s'arrêtèrent pour le déjeuner. Il lui proposa de lui offrir une bonne friture en remerciement, et ils descendirent à pied acheter des fish and chips à la baraque en bas de la rue, puis ils remontèrent en mangeant leur repas en fumant, trempé de vinaigre et étincelant de sel, directement dans le sac en papier. Si vous vouliez vous renseigner sur un meurtre, lui demanda Scarlett, où chercheriez-vous? J'ai déjà essayé sur Internet. Ça dépend. On parle de quel genre de meurtre? Une histoire locale, je crois, il y a 13 ou 14 ans à peu près. Toute une famille a été tuée par ici. Mince alors, c'est vraiment arrivé? Oh oui, vous vous sentez bien? Pas tout à fait, non, mais aussi, il faut dire, un peu mauviette, vraiment, ce genre de choses, enfin. Les vrais crimes locaux, on n'y pense jamais. Des choses comme ça, arrivées ici. M'attendez pas à ce qu'une fille de ton âge s'intéresse à ça. En fait, c'est pas pour moi, c'est pour un ami. Monsieur Frost termina la dernière bouchée de morue frite. La bibliothèque, je pense. Si ce n'est pas sur Internet, ce sera dans les archives des journaux. C'est ce qui t'a décidé à te lancer là. Qu'est-ce qui t'a décidé de te lancer là-dedans? Scarlett voulait mentir le moins possible. Un garçon que je connais, dit-elle. Il m'a posé des questions là-dessus. Décidément la bibliothèque, confirma Monsieur Frost. Un meurtre. Brrr, ça me donne la chair de poule. Ah, moi aussi, avoua Scarlett. Un peu. Vous pourriez peut-être, ajouta-t-elle avec espoir, me déposer à la bibliothèque cet après-midi si c'est possible. Monsieur Frost coupa une grosse frite en deux avec ses dents, la mastica, le regarda et regarda le reste, déçu. Qu'est-ce que ça refroidit vite les frites, hein. Ça vous brûle la bouche et la minute d'après on se demande comment ça a pu se refroidir si vite. Pardon, dit Scarlett, je ne devais pas vous demander de m'emmener partout. Pas du tout, je me demandais juste comment organiser l'après-midi au mieux. Et si ta mère aime les chocolats ou non, bouteille de vin, chocolat, j'hésite. Les deux peut-être? Je peux rentrer toute seule à la bibliothèque et elle adore le chocolat.
Ils étaient arrivés à mi-hauteur des hautes maisons étagées sur la colline, devant la petite Minnie garée devant dehors. « Monte, je t'emmène à la bibliothèque. » La bibliothèque était un bâtiment carré, tout en briques et en pierre, du début du siècle dernier. Scarlett jeta un grand tour autour d'elle, puis se rendit au comptoir de l'accueil. « Oui, fit la femme. Je voudrais voir de vieilles coupures de presse. C'est pour le lycée ? C'est de l'histoire locale, dit Scarlett en hochant la tête, fière de n'avoir pas vraiment menti. Les journaux locaux sont sur microfibre, lui explique la femme. Cette dernière était imposante, avec des anneaux d'argent aux oreilles. Scarlett sentait son cœur tambouriner dans la poitrine. Elle a été certaine d'avoir l'air coupable ou suspect. Et pourtant la femme la guida jusqu'à la pièce équipée de gros boîtiers qui ressemblaient à des écrans d'ordinateur, et lui montra comment s'en servir pour projeter une page de journal sur l'écran. Un jour, nous ferons tout numériser, dit la femme. Bien, quelle date t'intéresse ? Il y a environ 13 ou 14 ans. Je ne peux rien vous dire de plus précis, je reconnaîtrai ce que je cherche quand je le verrai. La femme lui donna une petite boîte contenant 5 années de journaux sur microfibre. Amuse-toi bien, lui lança-t-elle. Scarlett se serait attendue à ce que l'assassinat d'une famille fasse les gros titres, mais en fait, lorsqu'elle le trouva, il était presque enterré en page 5. Cela s'était produit en octobre, 13 ans plus tôt. L'article n'avait aucune vivacité. Il ne décrivait rien. Ce n'était qu'une discrète énumération d'événements. L'architecte Romuald Dorian, 36 ans, son épouse Carlotta, 34 ans, éditrice, et leur fille Misty, 7 ans, ont été retrouvés morts au 33 Dunstan Road. On soupçonne un crime. Un porte-parole de la police a déclaré qu'il était trop tôt pour faire des commentaires à ce stade de l'enquête, mais que les pistes sérieuses étaient suivies. Pas un mot sur la manière dont la famille était morte, ni sur un bébé disparu. Les semaines suivantes, il n'y avait aucun autre article et la police ne fit aucun commentaire, du moins ce que Scarlett ne put trouver. Mais c'était cela, elle était certaine, 33 Dunstown Road. Elle connaissait cette maison, elle y était déjà allée. Elle rendit la boîte de microfibre au comptoir, remercia la bibliothécaire et rentra à pied dans le soleil d'avril. Sa mère était en pleine cuisine, et ce n'était pas un succès complet en juger l'odeur du fond de casserole brûlée qui emplissait la plus grande partie de l'appartement. Scarlett se retira dans sa chambre et ouvrit la fenêtre en grand pour aérer, puis s'assit sur son lit et passa un coup de fil. « Allô, monsieur Frost ? Scarlett, ça tient toujours pour ce soir ? Comment va ta mère ?»« Oh, elle maîtrise la situation, dit Scarlett, car c'était ce que lui avait répondu sa mère quand elle lui avait posé la question. Monsieur Frost, il y a combien de temps que vous habitez votre maison ? Combien de temps ? À peu près, voyons, 4 mois maintenant. Vous l'avez trouvée comment ? Une vitrine d'agence immobilière. Elle était libre et abordable, enfin plus ou moins, c'est-à-dire je voulais pouvoir me rendre au cimetière à pied. Elle était parfaite pour ça. Monsieur Frost ? Scarlett demanda comment lui annoncer la nouvelle, puis elle prononça les mots, tout simplement. Il y a 13 ou 14 ans, 3 personnes ont été assassinées chez vous, la famille Dorian. Il y eut un silence à l'autre bout du film. Monsieur Frost, vous êtes là ? Toujours là, Scarlett. Pardon, pas le genre de choses qu'on s'attend à entendre. C'est une vieille maison, je veux dire, pas étonnant qu'il se soit passé des choses il y a longtemps, mais pas... Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Scarlett se demandait jusqu'où elle pouvait lui raconter. Il y avait un entrefilet là-dessus dans un vieux journal. Il ne donnait que l'adresse et rien de plus. Je ne sais pas pourquoi ces gens sont morts, ni rien du tout. Eh bien, Seigneur, Monsieur Frost paraissait plus intrigué par les nouvelles que Scarlett ne l'aurait cru. Ma petite Scarlett, c'est là que nous entrons en scène, nous les historiens locaux. Laisse-moi m'en occuper, je découvrirai tout et je te tiendrai au courant. Merci, fit Scarlett, soulagée. Je suppose que tu m'as téléphoné parce que si Nona savait qu'il y a des histoires de meurtre chez moi, même vieille de 13 ans, tu n'aurais plus jamais le droit de me voir ni d'aller au cimetière, donc je n'en parle pas si tu n'en parles pas, et c'est bien ça. Merci, monsieur Frost. À tout à l'heure.
7 heures avec des chocolats. Le dîner fut remarquablement plaisant. L'odeur de brûlé avait disparu de la cuisine. Le poulet était bon, la salade merveilleuse. Les pommes de terre sautées étaient trop grillées, mais M. Frost proclama que c'était ainsi qu'il les aimait et se resservit. Les fleurs furent appréciées, les chocolats qu'ils mangèrent en dessert étaient parfaits, et M. Frost resta bavarder, puis regarder la télévision avec elle jusqu'à 22 heures, et enfin il déclara qu'il devait rentrer. Le temps, la marée et la recherche historique n'attendent pas les hommes, dit-il. Il serra la main de Nona avec enthousiasme, lui adressa un clin d'œil complice à Scarlett et partit. Scarlett essaya de retrouver Bud dans ses rêves cette nuit-là. Il pensa à lui en s'endormant, s'imagina errant dans le cimetière à sa recherche, mais lorsqu'elle rêva pour de bon, elle arpentait le centre de Glasgow avec ses copains et son ancien collège. Il cherchait une rue précise, mais tout ce qu'il trouvait était une succession de cul-de-sac, l'un après l'autre. Loin sous la colline à Cracovie, autre plateau, dans le caveau le plus profond, sous les troupes, les grottes appelées le repère du dragon, Miss Lupescu trébucha et tomba. Silas s'accroupit à côté d'elle et prit sa tête entre ses mains. Il y avait du sang sur son visage, qui était en partie le sien. « Il faut me laisser, murmura-t-elle, sauver le garçon. » Elle était à mi-chemin à présent, à mi-chemin entre le loup gris et la femme, mais son visage était celui d'une femme. « Non, dit Silas, je ne vous abandonnerai pas. » Derrière lui, Kandar serrait son petit cochon comme un enfant tient une poupée. La momie avait l'aile gauche déchiquetée, elle ne volerait plus jamais, mais son visage barbu était implacable. « Ils vont revenir, Silas, souffla Miss Lupescu. Bientôt, trop tôt, le soleil va se lever. Alors, dit Silas, faudra leur régler leur compte, avant qu'ils soient prêts à attaquer. Pouvez-vous vous lever? Da, je suis un des chiens de Dieu, je me tiendrai debout. Elle baissa la tête dans l'ombre, fléchit les doigts lorsque sa tête se releva. C'était celle d'un loup. Elle posa ses pattes avant sur la roche et laborieusement se hissa en position verticale. Le loup gris plus gros qu'un ours, le pelage et la gueule éclaboussés de sang. Elle jeta la tête en arrière et poussa un hurlement en fureur et de défi. Ses babines se retroussèrent sur ses dents et elle se baissa de nouveau la tête. Maintenant, grogna-t-elle, nous terminons. Le dimanche en fin d'après-midi, le téléphone sonna. Scarlett était au rez-de-chaussée occupée à copier laborieusement sur un papier brouillon des visages du manga qu'elle lisait. Sa mère décrocha. « C'est drôle, nous parlions justement de vous, dit-elle alors que ce n'était pas vrai. C'était merveilleux, continua-t-elle. J'ai passé un très bon moment. Franchement, ce n'était rien du tout. Les chocolats, ils étaient parfaits. Tout simplement parfaits. J'ai dit à Scarlett de vous le dire. Quand vous aurez envie d'un bon dîner, n'importe quand, dites-le moi. Scarlett? Oui, elle est là, je vous la passe. Scarlett? Je suis là, non, pas besoin de crier. Elle prit le téléphone. Monsieur Frost? Scarlett, fit-il d'une voix animée. La chose dont nous avons parlé, qui s'est passée chez moi. Tu peux me dire à ton ami que j'ai trouvé. Écoute, quand tu dis un ami à moi, c'est dans le sens. En fait, on parle de moi, ou y a-t-il quelqu'un en vrai, si ce n'est pas indiscret? C'est vraiment un ami qui veut savoir, répondit Scarlett, amusée. Sa mère lui décrocha un regard perplexe. Dis à ton ami que j'ai creusé un peu. Pas littéralement, plutôt farfouillé. Bref, pas mal regardé, partout en fait. Et je crois que j'ai peut-être bien trouvé des informations très réelles. Je suis tombé sur quelque chose de caché. Enfin, une chose qu'une fourmilière ne pas crier sur les toits. À mon avis, j'ai découvert des choses. Comme quoi, lui demanda Scarlett. Écoute, ne va pas croire que je suis fou, mais bon, à ce que je sais, 3 personnes ont été tuées. Une, le bébé, je crois, en a réchappé. Ils n'étaient pas 3 dans cette famille, ils étaient 4, 3 seulement sont morts, et puis il y a des choses que je préfère ne pas te dire au téléphone. Dis-lui de venir me voir à ton ami, je le mettrai au parfum. Je le lui dirai. Scarlett raccrocha le cœur battant comme un tambour.
Pour la première fois depuis 6 ans, Bob redescendit les étroites marches de pierre. Ses pas résonnèrent dans la salle de l'intérieur de la colline. Ils atteignirent le bar des mars et attendit une manifestation de la vouivre. Et il attendit, mais rien n'apparut. Rien ne chuchota, rien ne bougea. Il promena son regard dans la pièce, indifférent à la profondeur des ténèbres, voyant comme voient les morts. Il s'approcha de l'autel, creusé dans la roche, où étaient posées la coupe, la broche et le couteau de pierre. Il tendit la main pour toucher le fil du couteau. Il était plus tranchant qu'il ne l'aurait cru. Il entailla la peau de son doigt. « Ceci est le trésor de la vouivre », siffla une triple voix, mais qui lui parut plus faible que dans son souvenir, plus hésitante. « Vous êtes ce qu'il y a de plus vieux ici. Je suis venu pour parler avec vous. J'ai besoin d'un conseil. » Un silence. « Rien ne vient demander conseil à la vouivre. La vouivre garde. La vouivre attend. » « Je sais, mais si là ce n'est pas là, je ne sais pas à qui l'autre s'adresser. » Rien ne fut dit, juste un silence en réponse dans lequel on entendit la poussière et la solitude. « Je ne sais pas quoi faire, » insista Bud, honnêtement. « Je crois que je pourrais découvrir qui a tué ma famille, qui voulait me tuer, mais il faudra que je sorte du cimetière. » La vouivre resta muette. Les volutes de fumée s'enroulaient lentement à l'intérieur de la chambre. « Je n'ai pas peur de mourir, » poursuivit Bud, « mais c'est que tellement de gens que j'aime ont passé tout ce temps à me garder en sûreté, à m'éduquer, à me protéger. » De nouveau le silence, puis il dit « Je dois faire ça tout seul. »« Oui. »« Bon, eh bien, c'est tout. Pardon de vous avoir dérangé. » Cela chuchota alors que, dans la tête de Bud, une voix qui était un glissement lisse et insinuant. « La vouivre est postée pour garder le trésor jusqu'au retour du maître. Et tu notre maître. » « Non. » Alors d'un ton plaintif et encourageant, « Veux-tu être notre maître ?»« J'ai bien peur que non. Si tu étais notre maître, nous te serons à jamais dans nos anneaux. Si tu étais notre maître, nous te garderons en sécurité et nous te protégerons jusqu'à la fin des temps. Et jamais tu n'aurais enduré les dangers du monde. » « Je ne suis pas votre maître. »« Non. » Bud sentit la vue se tordre dans sa tête. « Alors trouve ton nom, dit-elle. » Puis son esprit se vida, la pièce se vida, et Bud se retrouva seul. Il remonta les marches prudemment mais rapidement. Il avait pris une décision et il avait besoin d'agir vite, pendant que sa religion était encore brûlante. Scarlett l'attendit sur le flanc, sur le banc à côté de la chapelle. « Alors, je vais le faire, viens, » dit-il, et côte à côte ils descendirent l'allée jusqu'au gris du cimetière. Le numéro 33 était une haute maison grêle à mi-hauteur d'une côte construite en terrasse. Elle était en briques rouges et sans rien de remarquable. Bud la regardait avec incertitude et se demandant pourquoi elle ne lui rappelait rien, ne lui faisait aucun effet. Ce n'était qu'une maison comme les autres. Il y avait un petit espace cimé devant, qui n'était qu'un jardin, une mini verte garée dans la rue. La porte d'entrée avait jadis été peinte en bleu vif, mais elle était délavée par le temps et le soleil. « On y va ?» demanda Scarlett. Bud frappa à la porte. Il n'y eut rien d'abord, puis un martèlement de pas dans l'escalier à l'intérieur, et la porte s'ouvrit sur une entrée et les marches. Sur le seuil s'encadra un homme à lunettes, aux cheveux gris clairsemés, qui les regardait en clignant des yeux, puis il tendit la main à Bud et sourit merveilleusement. « Tu dois être le mystérieux ami de Miss Perkins, content de te rencontrer. »« Il s'appelle Bud, » précisa Scarlett. « Bob ?»« Bud, avec un D, Bud. Je te présente Mr. Frost. » Bud et Frost se serrèrent la main. « J'ai mis de l'eau à chauffer, » dit Monsieur Frost, « si on échangeait des informations autour d'un thé. » Ils se suivirent dans l'escalier jusqu'à la cuisine, où on remplit 3 tasses avant de les faire entrer dans un petit salon. « La maison est tout en hauteur, expliqua-t-il. Les toilettes sont à l'étage du dessus avec mon bureau, et il y a encore 3 chambres plus haut. Ça maintient en forme les escaliers. » Ils s'assirent sur un grand canapé extrêmement violet. Il l'était déjà quand j'ai emménagé, et ils sirotèrent leur thé. Scarlett craignait que Monsieur Frost ne pose beaucoup de questions à Bud, mais il n'en fit rien. Il paraissait juste impatient, comme s'il avait identifié la tombe perdue d'une célébrité brûlant d'envie de le crier au monde, qu'il s'agitait sans cesse dans son siège,
donnant l'impression qu'il avait quelque chose d'énorme à relever, et il faisait un effort physique pour ne pas tout lâcher d'un coup. Alors qu'avez-vous découvert? L'encouragea Scarlett. Eh bien, tu avais raison. Je veux dire que c'est bien la maison où 3 personnes ont été tuées. Et je crois que le crime a été, pas vraiment étouffé, mais oublié, abandonné par les autorités. Je ne comprends pas, dit Scarlett, les meurtres, et on ne les balaye pas comme ça, sous le tapis. Cela, si, répondit M. Frost en égouttant son thé. Il y a des gens quelque part qui ont une influence. C'est la seule explication à tout cela, à ce qui est arrivé au plus jeune des enfants. C'est-à-dire, demanda Bod. Il a survécu, j'en suis sûr. Mais il n'y a pas eu de chasse à l'homme. Un enfant de 2 ans qui disparaît, ça devrait faire les gros titres à l'échelle nationale. Mais ils ont dû... Mais qui? Insista Bod. Ceux qui ont fait assassiner ta famille? Vous en savez plus? Oui, enfin, un peu. Frost s'interrompit. Je suis navré, Écoutez, vu que j'ai trouvé, tout cela est trop incroyable. Vu ce que j'ai trouvé, tout cela est trop incroyable. Scarlett n'y tenait plus. Mais quoi, qu'avez-vous trouvé? Frost fit une mine penaude. Tu as raison, désolé, je me mets à faire des cachotteries. Pas une bonne idée, ça. Les historiens n'enterrent pas les choses. Nous les déterrons pour les montrer. Oui. Il s'arrêta, hésita, puis reprit. J'ai trouvé une lettre, en haut. Elle était cachée sous une lame du parquet. Il se retourna vers Bod. Jeune homme, ai-je raison de supposer que ton intérêt pour cette terrible affaire, est personnel? Bod opina. Je ne t'en demande pas plus. Viens, dit-il, à Bod, en se levant. Mais pas toi, ajouta-t-il pour Scarlett. Pas encore. Je vais lui montrer à lui, et s'il est d'accord, je te montrerai aussi. Marché conclu? Marché conclu. Donc, nous n'en avons pas pour longtemps. Viens, mon gars. Bod se leva et darda sur Scarlett un regard inquiet. Pas de problème, dit-elle en y serrant un sourire aussi rassurant que possible. Je vais t'attendre ici. Elle regarda leurs ombres partir dans la pièce et s'engager dans l'escalier. Elle était angoissée, mais dans l'expectative, elle se demandait ce que Bod allait apprendre. Et elle était contente qu'il l'apprenne en premier. C'était son histoire, après tout, c'était son droit. Dans l'escalier, M. Frost montrait le chemin. Bod regarda tout autour en montant vers le sommet de la maison, mais il ne reconnut rien. Tout lui était étranger. C'est tout en haut, me dit M. Frost. Ils gravirent encore une volée de marche. Je ne, ajouta-t-il. Bon, tu n'es pas obligé de me répondre si tu ne veux pas, mais tu es le garçon, n'est-ce pas? Bod ne répondit rien. Nous y voilà, déclara Frost. Et il tourna la clé de la porte tout en haut de la maison, la poussa et ils entrèrent. La chambre était petite et mansardée. Sous les combles, 13 ans plus tôt, elle contenait un berceau. L'homme et l'enfant avaient à peine la place pour s'y tenir. C'est vraiment un coup de chance, dit M. Frost. Sous mon nez, pour ainsi dire. Il s'accroupit, souleva le tapis élimé. Et vous savez pourquoi on a assassiné ma famille lui demanda Bod. Tout est là. M. Frost tendit le bras vers une courte lame de parquet et appuya au-dessus jusqu'à ce que l'autre bout se soulève. C'était sans doute la chambre du bébé, expliqua-t-il. Je vais te montrer Tu sais, la seule chose qu'on ignore qui a fait le coup, rien du tout, pas le moindre indice. Nous savons qu'il avait des cheveux bruns, dit Bod, dans la chambre qui avait été la sienne, et nous savons qu'il s'appelle Jack. M. Frost plongea la main dans l'espace libéré par la lame de parquet. C'était il a presque 13 ans, observa-t-il. Les cheveux tombent et blanchissent, en 13 ans. Mais oui, c'est vrai, c'est Jack. Il se redressa, la main avait plongé dans le trou, tenait un grand couteau pointu. Maintenant, dit le Jack, maintenant mon garçon, il est enfin temps d'en finir. Bod regarda fixement M. Frost, aurait pu être un manteau ou un chapeau qu'il avait porté dont il était à présent débarrassé. L'extérieur est affable s'était volatilisé. La lumière miroitait sur les lunettes de l'homme et sur la lame du couteau. Une voix les appela en bas des marches, Scarlett. Monsieur Frost, on frappa à la porte. J'ouvre. Le Jack détourna les yeux un instant à peine, mais Bod sut que c'était la seule chance et il s'effaça, aussi complètement, aussi absolument qu'il le put. Le Jack posa les yeux là où il s'était trouvé, puis parcourut la chambre du regard. La confusion et la rage se disputant ses traits, il fit un pas dans la pièce, en tournant vivement la tête d'un côté et de l'autre, comme un vieux tigre flairant sa proie.
Tu es quelque part par là, gronda le Jack. Je te sens. Derrière lui, la petite porte de la chambre mansardée claqua. Puis en faisant volte-face, il entendit la clé tourner dans la serrure. Jack éleva la voix. Tu gagnes un peu de temps, mais ça ne m'arrêtera pas, mon garçon, cria-t-il à travers la porte fermée à double tour. Puis il ajouta tout simplement. Nous avons une affaire à conclure, toi et moi. Bud se rua dans l'escalier, se cognait dans les murs, faillit dégringoler la tête la première, dans sa hâte de retrouver Scarlett. Scarlett cria-t-il en la voyant. C'est lui. Viens. C'est qui? Qu'est-ce que tu racontes? Lui, Frost, c'est Jack, il a essayé de me tuer. Un bang en haut, tandis que l'homme tapait du pied dans la porte. Mais Scarlett s'est forcée de comprendre ce qui se passait. Mais il est gentil. Non, fit Bud en l'attrapant par la main et en l'attirant vers l'escalier, vers l'entrée. Non, il n'est pas gentil. Scarlett ouvrit la porte. Ah, bonsoir, jeune fille, dit l'homme, qui était sur le seuil de toison. Nous cherchons Monsieur Frost. Je crois comprendre que c'est ici qu'il réside. Il avait une chevelure argentée et sentait l'eau de Cologne. Vous êtes des amis à lui demanda-t-elle. Oh oui, répondit un homme plus petit qui se tenait juste derrière lui. Il avait une petite moustache noire qui était le seul des visiteurs à porter un chapeau. Absolument, ajouta un troisième, un homme plus jeune, immense et blond comme un viking. Tous les Jacks, tous autant que nous sommes, renchérit le dernier, large d'épaules comme un taureau, avec une tête massive à la peau brune. Monsieur Frost, il a dû sortir, balbutia Scarlett. Mais sa voiture est là, elle observa l'homme aux cheveux blancs. Mais qui êtes-vous d'abord? C'est un ami de ma mère. Elle voyait Bud, à présent de l'autre côté du groupe d'hommes, qui lui faisait de grands signes pour qu'elle les laisse et le suive. Il n'en a que pour une minute, lui prétendit-elle, aussi naturellement que possible, sortit chercher le journal au kiosque juste au coin. Et en refermant la porte derrière elle, elle contourna les hommes et commença à s'éloigner. Où t'en vas-tu? Lui demandait le moustachu. J'ai un bus à prendre. Scarlett remonta la colline en direction de l'arrêt de bus et du cimetière, en se retenant absolument de regarder derrière elle. Bud marchait à ses côtés. Même aux yeux de Scarlett, il ressemblait à une ombre dans le crépuscule qui s'amoncelait. À une chose presque absente, un tremblement de brume, de chaleur. Une feuille agitée par le vent qui par instant ressemblait à un garçon. Accélère, dit-il, ils te regardent tous, mais ne cours pas. Qui est-ce? Demanda Scarlett à voix basse. Je ne sais pas, mais ils m'ont tous fait un effet bizarre, comme si ce n'étaient pas vraiment des gens. J'ai envie de retourner là-bas les écouter. Bien sûr que si, ce sont des gens, rétorqua Scarlett en gravissant la colline, aussi vite qu'elle le pouvait sans se mettre à courir. Mais elle n'était pas certaine que Bud fût encore à ses côtés. Les 4 hommes étaient à la porte du numéro 33. Je n'aime pas ça, dit le costaud au coup de taureau. Vous n'aimez pas ça, monsieur Tard? Persifla l'homme aux cheveux blancs. Aucun autre nous n'aime ça. Ça va mal, tout part de travers. Cracovie, c'est fini, il ne répond plus. Et après Melbourne et Vancouver, observa le moustachu, tout autant que nous le sachions, il ne reste plus que nous. Taisez-vous, je lui prie, monsieur Ketch, assena l'homme aux cheveux blonds. Je réfléchis. Pardon, monsieur, s'excusa monsieur Ketch en taposant sa moustache, d'un doigt ganté, en fouillant encore la colline des yeux. Il siffla entre ses dents. Je pense que nous devrions poursuivre la fille, suggéra l'homme au cou de taureau, monsieur Tard. Et moi je pense que vous devriez m'écouter, répliqua l'homme aux cheveux blancs. J'ai dit taisez-vous, et quand je dis taisez-vous, c'est taisez-vous. Pardon, monsieur Dandy, dit le blond. Ils se turent. Dans le silence, ils entendirent des chocs sourds dans l'étage supérieur de la maison. J'entre, déclara monsieur Dandy. Monsieur Tard, vous venez avec moi. Nimble et Ketch, attrapez la fille, ramenez-la. Morte ou vive? S'enquit monsieur Ketch avec un sourire plein de suffisance. Vivante, pauvre crétin, cracha monsieur Dandy. Je veux savoir combien il en sait. C'est peut-être l'une d'entre eux, dit monsieur Tard, ceux qui nous ont eu à Vancouver, à Melbourne, à... Allez la chercher, ordonna monsieur Dandy. Allez-y tout de suite. Le blond et au chapeau moustache se hâtèrent de gravir les collines. Monsieur Dandy et monsieur Tard étaient à la porte du numéro 33. Enfoncez-la, dit monsieur Dandy. Monsieur Tard appuyait son épaule contre la porte et commença à peser dessus. Elle est enfoncée, constata-t-il, protégée et renforcée. Ce que fait un Jack, un autre Jack peut toujours le défaire, professa monsieur Dandy. Il retira son gant, appliqua la main contre la porte, marmonna quelque chose comme une langue plus ancienne que l'anglais. Essayez maintenant, dit-il. Tara s'appuya contre la porte, grogna et poussa. Cette fois, le verrou céda et le battant s'ouvrit en grand. Bien joué, le félicita monsieur Dandy. Il y eut un grand fracas loin au-dessus, tout en haut de la maison. Le Jack se retrouva à mi-hauteur de l'escalier. Monsieur Dandy lui sourit largement, sans chaleur mais avec des dents parfaites. Bonjour, Jack Frost, dit-il. Je pensais que vous aviez le garçon. Je l'avais, repartit Jack. Il s'est enfui. Encore? Le sourire de Jack Dandy se fit plus large, plus glacial et plus parfait encore. Une fois, c'est une erreur, Jack. 2 fois, c'est un désastre. Nous le rattrapons. Ce soir, c'est la fin. C'est souhaitable, lui répondit monsieur Dandy. Il doit être au cimetière, dit le Jack.
Les trois hommes descendirent en hâte. Le Jack eut mal l'air. Il avait l'odeur du garçon dans ses narines, un picotement dans la nuque. Il lui semblait que tout s'était déjà produit des années plus tôt. Il s'arrêta, enfila son long manteau noir accroché dans l'entrée, incongru à côté de ses vestes en tweed et de l'imperméable mastic de Monsieur Frost. La porte était ouverte sur la rue, et le jour était presque éteint. Cette fois, le Jack savait exactement quelle direction prendre. Il ne s'arrêta pas, mais sortit simplement de la maison et monta sans attendre sur la colline, vers le cimetière. La grille était fermée lorsque Scarlett l'atteignit. Elle tira dessus avec l'énergie du désespoir, mais tout était cadenassé pour la nuit. Et puis Bud fut à ses côtés. Tu sais où est la clé lui demanda-t-elle. On n'a pas le temps, répondit Bud en s'appuyant contre les barreaux de fer. Accroche-toi à moi. Que je quoi? Accroche-toi à moi et ferme les yeux. Scarlett dévisagea Bob, comme pour le défier et tenter quelque chose. Puis elle le serra entre ses bras et ferma les yeux de toutes ses forces. Ok. Bud se pressa contre les barreaux du portail. Ceci faisait partie du cimetière, et il espérait que sa libre citoyenneté lui permette peut-être, juste cette fois, de couvrir quelqu'un d'autre. Et là, telle une fumée, Bud glissa entre les barreaux. Tu veux rouvrir les yeux, dit-il. Tu peux rouvrir les yeux, dit-il, ce qu'elle fit. Comment t'as fait ça? C'est chez moi ici, il y a des choses que je peux le faire. D'un bruit de sommeil claquant sur la chaussée, deux hommes firent irruption de l'autre côté de la grille, la secouèrent, tirèrent dessus. Bonsoir, dit Jack Ketch avec un frétillement de moustache. Il sourit à Scarlett à travers les barreaux tel un gentil nounours espiègle. Il avait un cordon noir autour de l'avant-bras gauche qu'il tirait à présent de sa main droite gantée. Il le libéra son bras et le vit entre ses doigts, comme pour le tester, le faisant passer d'une main à l'autre, comme s'il allait jouer à la ficelle. Viens par ici, ma petite. Tout va bien. Personne ne va te faire de mal. Nous voulons juste que tu répondes à quelques questions, ajouta le gros blond, monsieur Nibble. Nous sommes ici à titre officiel. Il mentait. Les Jacks de tout métier n'avaient rien d'officiel, même s'ils avaient eu au gouvernement et dans les forces de police, ainsi que dans d'autres instances. Cours, dit Bud à Scarlett en tirant par la main. Elle détala. Vous avez vu ça s'exclama Jack, qui s'appelait Ketch. Quoi? J'ai aperçu quelqu'un avec elle, un garçon. Le garçon lui demanda le Jack appelé Nibble. Comment savoir? Tenez, faites-moi donc la courte échelle. Le plus gros des deux présenta ses mains, joignées pour former un marchepied, et Jack Ketch y posa son pied, chaussé de noir. Une fois soulevé, il se hisse par-dessus le portail et sauta au sol, se réceptionna à quatre pattes comme une grenouille. Il se leva et dit « Trouvez une autre entrée, je vais les rattraper. » Et il se lança sur l'allée sinueuse qui s'enfonça dans le cimetière. « Explique-moi juste ce qu'on est en train de faire, dit Scarlett. » Bob traversait le cimetière pour plonger dans un crépuscule d'un pas rapide, mais sans courir, pas encore. « Comment ça? Je pense que cet homme voulait me tuer. Tu as vu comment il jouait avec ce cordon noir? J'en suis sûr, l'autre Jack, ton monsieur Frost, lui, allait me tuer. Il a un couteau. Ce n'est pas mon monsieur Frost. Enfin, sans doute que si, en quelque sorte. Pardon, où va-t-on? D'abord, on te met en sécurité quelque part, ensuite, je m'occupe d'eux. Tous autour de Bod, les habitants du cimetière se réveillaient et se regroupaient, inquiets sur leur garde. Bod demanda Caius Pompeius que passe-t-il. Des sales types, répondit Bod. Quelqu'un veut les garder à l'œil. Quelqu'un peut les garder à l'œil? Faites-moi le savoir en permanence où ils sont, il faut cacher Scarlett. Des idées? La crypte de la chapelle, proposa Thackeray Porringer. C'est le premier endroit où ils iront chercher. À qui tu parles demanda Scarlett, et regardant Bod, comme s'il était devenu fou. Dans la colline, surveilla Caius Pompeius. Bod réfléchit. Oui, bonne idée. Scarlett, tu te rappelles de l'endroit où on a rencontré l'homme indigo? Un peu. Un endroit sombre, je me rappelle que ça valait pas la peine d'avoir peur. Je t'y emmène. Il gravit rapidement l'allée. Scarlett voyait que Bod parlait à des gens en route, mais elle n'entendait que son côté de la conversation. C'était comme entendre quelqu'un parler au téléphone, ce qui lui rappela. Ma mère va devenir dingue, je suis morte. Non, tu n'es pas morte, pas encore, pas avant longtemps. Puis, à quelqu'un d'autre. Ils sont deux maintenant, ensemble. D'accord. Ils arrivèrent au mausolée Frobisher. L'entrée se trouve derrière le cercueil, au fond à gauche, dit Bob. Si tu entends quelqu'un arriver et que ce n'est pas moi, descends tout en bas, tu as quelque chose pour éclairer? Ouais, une petite diode LED sur mon porte-clés. Bien. Il ouvrit la grille du mausolée. Et sois prudente, ne t'en mets pas les pieds ni rien. Où vas-tu? C'est chez moi ici, dit Bob. Je vais te protéger cet endroit. Scarlett pressa entre ses doigts les porte-clés éclairants et descendit à quatre pattes. L'espace derrière le cercueil était étroit, mais elle pénétra dans la colline en passant par le trou et remit le cercueil en place de son mieux. Dans la faible lumière de la diode, elle vit les marches de pierre. Elle se mit debout et la main sur le mur descendit 3 marches. Elle s'arrêta et s'assit, espérant que le bot savait ce qu'elle faisait. Elle attendit.
Où sont-ils maintenant demanda Bod. Il y en a un près de dans la promenade égyptienne qui te cherche, dit monsieur Owens. Ton ami attend en bas, près du mur d'enceinte. Et 3 autres arrivent, ils escaladent les murs sur les grosses bennes à ordures. J'aimerais bien que Silas soit là. Il leur réglerait la compte en moins de 2 ou Miss Loupescu. Tu n'as pas besoin d'eux, l'encouragèrent ton père. Où est maman? En bas, près du mur. Dis-lui que j'ai caché Scarlett au fond de chez Frobisher. Demande-lui de garder un œil sur elle s'il lui arrive quelque chose. Bod traversa le cimetière en courant dans la pénombre. Le seul accès à la partie nord-ouest était la promenade égyptienne, et pour y arriver, il devait passer devant un petit homme au cordon de soie noire. Un homme qui le cherchait et qui voulait sa mort. Il était Nobody Owens, se dit-il. Il faisait partie du cimetière, il s'en sortirait. Il faillit rater le petit homme, le Jack appelé Ketch, en entrant précipitamment dans la promenade égyptienne, tant il se confondit avec les ombres. Bod inspira, s'effaça tout aussi profondément qu'il en était capable, et se glissa devant l'homme comme la poussière soulevée par une brise vespérale. Il descendit le passage couvert de verdure de la promenade, et là, par un effort de volonté, il se fit aussi visible que possible et tapa du pied dans un caillou. Il vit l'ombre à côté de l'arche se détacher et venir à sa poursuite, presque aussi muette que les morts. Bod se faufila à travers le rideau de lierre, au bout de la promenade, et pénétra dans le quartier nord-ouest du cimetière. Il avait ce qu'il lui fallait. Il savait qu'il lui faudrait calculer précisément son coup. Trop vite et l'homme le perdrait, mais s'il ne déplaçait trop lentement, un cordon de soie noire s'enroulait autour de son cou, l'emportant son souffle et tous ses lendemains. Il avançait bruyamment dans le fratras de lierre, dérangeant l'un des nombreux renards du cimetière qui fila dans les broussailles. C'était la jungle par là, une jungle de stèles renversées, de statues décapitées, d'arbres et de houx, de tas glissants de feuilles mortes à demi pourries. Mais c'était une jungle que Bod explorait depuis qu'il était assez grand pour marcher et se promener. À présent, il se hâtait avec précaution, posant le pied sur des racines de lierre enchevêtrées, sur une pierre, sur la terre, sur de ce le cimetière était le sien. Il sentait le cimetière lui-même s'efforcer de le cacher, le protéger, le faire disparaître. Et il lutta, s'acharna pour rester visible. Il vit Néhémia Trott et hésita. « Ohé, jeune Bod, le héla, Néhémia, j'ai ouï dire que l'agitation régnait en maître et que tu filais à travers ce domaine telle une comète au firmament. Quelle nouvelle est donc là, mon bon Bod? Ne bougez pas, dit Bod, restez exactement là où vous êtes, regardez dans la direction d'où je viens, prévenez-moi quand il arrive. Bod évita la tombe Casters cachée sous le lierre et se posta, pantelant comme s'il avait perdu son souffle, le dos tourné à son poursuivant. Et il attendit. Ce ne furent que quelques secondes, mais elles lui firent l'effet d'une petite éternité. Le voici, mon garçon, l'avertit Néhémia Trott, à 20 pieds derrière toi environ. Le Jack nommé Ketch aperçut le garçon devant lui. Il tendit fermement sa cordelette de soie noire entre ses mains. Il avait enlacé bien des coups au fil des ans. Elle avait signé la fin de tout ce qu'elle avait embrassé. Elle était très lisse, très solide, invisible au rayon X. Hormis la moustache de Ketch, rien ne bougeait. Il avait sa proie en ligne de mire et il ne voulait pas l'alerter. Il se mit en mouvement, silencieux comme une ombre. Le garçon se redressa. Jack Kerr s'élançait dans les souliers noirs cirés, tels des miroirs, presque sans bruit, sur l'humus. « Il arrive, mon garçon !» s'écria Néhémia Trott. Le garçon se retourna, Jack Ned bondit sur lui, et M. Ketch sentit le monde s'effondrer sous son corps. Il s'agrippa au monde d'une main gantée, mais dégringola cul par-dessus tête, plus bas, toujours plus bas dans l'ancienne tombe, sur 6 bons mètres avant de s'écraser sur le cercueil de M. Casters en se brisant à la fois le couvercle et la cheville. « Édin, dit Bod calmement, même s'il se sentait tout sauf calme. Élégamment exécuté, éprouva Néhémia Trott, j'en ferai une ode. Veux-tu rester m'écouter? Pas le temps, où sont les autres? Il y en a 3 dans l'allée sud-ouest qui remonte la colline, intervint Euphemia Horsfall. Et encore un autre, ajouta Thompson. Pour l'instant, il tourne autour de la chapelle, c'est celui qui n'arrête pas de rôder dans le cimetière depuis un mois, mais il y a quelque chose de changé. Gardez un œil sur celui qui est avec M. Casters, dit Bod, et transmettez mes excuses à M. Casters, je vous en prie. Il passa sous une branche de pin et contourna la colline à grande foulée bondissante, suivant les allées lorsque cela lui convenait, en s'éloignant pour sauter de pierre en monument lorsque c'était plus rapide.
Il dépassait le vieux pommier. Ils sont encore 4, fit une voix de femme renfrognée. 4 et tous des tueurs. Ils vont pas tous dégringoler dans des tombes ouvertes pour te faire plaisir. Salut Lisa, je te croyais fâchée contre moi. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non, dit-elle, et elle n'était rien de plus qu'une voix, mais je vais quand même pas les laisser te couper en rondelles, oh que non. Alors fais-leur des croche-pieds pour moi, fais-leur des croche-pieds, égare-les, ralentis-les. Tu peux faire ça pendant que tu t'enfuis, Nobody Owens. T'as qu'à t'effacer et te planquer dans la tombe de la petite mère, où elles te trouveront jamais, et bientôt Silas sera de retour pour leur régler leur compte. Peut-être, mais peut-être pas, dit Bod. On se retrouve à l'arbre foudroyé. Je te cause toujours pas, fit la voix de Lisa Hemstock, fière comme un paon et coquine comme un piaf. Pour les urgences uniquement, après, plus un mot. Bod fonça vers l'arbre foudroyé, un chêne carbonisé 20 ans auparavant par la foudre et qui n'était plus qu'un moignon noirci tendu vers le ciel. Il avait une idée. Elle n'avait pas complètement pris forme. Cela dépendait de s'il se rappelait des leçons de Miss Lupescu. Il se rappelait de tout ce qu'il avait vu et entendu enfant. La tombe fut plus difficile à localiser que prévu, même en cherchant bien, mais il la trouva. Une sépulture hideuse, bizarrement inclinée, remontée d'un ange étêté et souillé d'humidité, qui ressemblait à une moisissure gargantuesque. Non seulement en la touchant qu'il en ressentit le froid, c'est seulement en la touchant qu'il ressentit le froid qu'il la reconnut avec certitude. Il s'assit sur la tombe, se força de devenir entièrement visible. T'es pas effacé, fit la foi d'Elisa. Tout le monde peut te voir. Tant mieux, je veux qu'il me trouve. Quand le sage pointe la lune, le fou regarde le doigt, observe Lisa. La lune se levait. Elle était énorme alors et basse dans le ciel. Bob se demandait si ce serait exagéré de se mettre à siffloter. Je le vois. L'homme courant vers lui, trébuchant et ananant, deux autres sur les talons. Bud était conscient de la présence des morts agglutinés autour de lui qu'il observait la scène. Mais il s'efforça de les ignorer. Il s'installa plus confortablement sur l'horrible tombe. Il sentait comme l'appât d'un piège, et ce n'était pas une sensation agréable. L'homme taureau fut le premier arrivé à la tombe, suivi de près par l'homme aux cheveux blancs qui parlait toujours, et enfin par le grand blond. Bud resta là où il était. L'homme aux cheveux blancs prit la parole. Ah, l'insaisissable enfant d'Orient, que je présume. Stupéfiant. Ah, notre Jack Frost retourne tout le pays pour te retrouver, et te voilà, là où il t'a laissé il y a 13 ans. Cet homme a tué ma famille, répondit Bod. En effet, pourquoi? Quelle importance? Tu n'auras jamais l'occasion de le répéter. Alors vous pouvez bien me le dire, non? L'homme aux cheveux blancs eut un aboiement de rire. Ah, petit malin, ce que je voudrais savoir, moi, c'est comment tu as vécu 13 ans dans un cimetière sans que personne n'en ait vent. Je répondrai à votre question si vous répondez à la mienne. Ne parle pas à monsieur Dandy sous ton morveux, s'interposa l'homme au cou de taureau. Je te briserai, je te. L'homme aux cheveux blancs fit un pas de plus vers la tombe. Silence, Jack Tar. Très bien. Réponse pour réponse. Nous sommes, mes amis et moi, membres d'une confrérie, les Jacks, de tout métier, de tout valet ou valet des cartes. Entre autres appellations, nous remontons à des temps extrêmement reculés. Nous savons. Nous nous rappelons des choses oubliées du commun des mortels, le vieux savoir. La magie, dit Bod. Vous connaissez un peu la magie. L'homme opina aimablement. Si tu veux, il existe la magie qui s'extrait de la mort. Une chose qui quitte le monde, une chose y entre. Vous avez tué ma famille pour... Pourquoi? Pour la magie? C'est ridicule. Non, nous avons tué ta famille pour nous protéger. Il y a longtemps, l'un des nôtres, et c'était en Égypte, au temps des pyramides, a prédit qu'un jour naîtrait un enfant qui traverserait la frontière entre les vivants et les morts, que si l'enfant atteignait l'âge adulte, ce serait la fin pour notre ordre, tout ce que nous défendons. Des hommes à nous étudiaient déjà les naissances avant que Londres ne soit un village, et nous avions notre famille à l'œil avant que New Amsterdam devint New York. Et nous avons envoyé celui qui, pensons-nous, était le meilleur, le plus précis, le plus dangereux de tous les Jacks pour s'occuper de toi dans les règles, afin d'éliminer tout le mauvais karma et de le retourner en notre faveur, pour que tout continue de marcher comme sur des roulettes pendant 5000 ans encore. Seulement, il a échoué. Bod regarda les trois hommes. Où est-il alors? Pourquoi n'est-il pas là? Nous pouvons nous occuper de toi, le menaça le blond. Il a du flair, ce sacré Jack Frost. Il est sur ta piste de ta petite copine. On ne peut pas laisser de témoin, pas dans une affaire comme celle-ci. Bod se pencha en avant, enfuit ses mains dans l'herbe folle
dans les herbes folles et sauvages qui poussaient sur la tombe négligée. Alors venez me chercher, dit-il simplement. Le blond sourit largement. L'homme au couteau plongea et, oui, même M. Dandy fit plusieurs pas vers lui. Bod enfonça ses doigts le plus loin possible dans les herbes. Il retroussa les lèvres, montrant ses dents, et il prononça 3 mots dans une langue qui était déjà antique avant la naissance de l'homme indigo. Skag, Teg, Kavarak. Il ouvrit la porte des goules. Le tombeau pivota comme une trappe. Dans l'abîme sous la porte, Bod fuit les étoiles, les ténèbres constellées de lumière scintillante. L'homme taureau, Monsieur Tar, ne réussit pas à s'arrêter au bord et fut précipité, à sa grande surprise, dans le noir. Monsieur Nibble bondit vers Bod, les bras tendus en avant, par-dessus trou. Bod le regarda s'arrêter en l'air au zénith de son saut et rester suspendu un instant avant d'être aspiré par la porte des goules. Plus bas, toujours plus bas. Monsieur Dandy, debout au bord de la porte sur une avancée pierreuse, regarda en bas. Puis il releva les yeux sur Bod, lèvres serrées, sourit. J'ignore ce que tu viens de faire, mais ça n'a pas marché. Il sortit de sa poche la main gantée qui tenait un pistolet pointé droit sur Bod. J'aurais dû le faire ceci il y a 13 ans. On ne peut pas faire confiance aux autres. Quand c'est important, il faut s'en charger soi-même. Un vent du désert s'éleva de la porte des goules ouverte. Chaud et sec, sableux. Il y a un désert là-dessous, l'informa Bod. Si vous cherchez de l'eau, vous en trouverez sans doute. Il y a à manger quand on cherche bien. Mais ne contrariez pas les maigres bêtes de la nuit. Évitez Golheim. Les goules risqueraient d'effacer vos souvenirs pour vous faire de vous l'une des leurs, ou d'attendre que vous soyez décomposé pour vous manger. Dans un cas comme dans l'autre, vous pouvez trouver mieux. Pourquoi me raconter tout cela ? Bod montra du doigt l'autre bout du cimetière. À cause d'eux, dit-il. Et sur ces mots, pendant que M. Dandy détournait les yeux, un instant seulement, Bod s'effaça. Les yeux de M. Dandy avaient à peine cligné, mais Bod n'était plus là, au pied de la statue brisée. Loin dans le trou, une plainte retentit, semblable aux lamentations solitaires d'un oiseau de nuit. M. Dandy regarda autour de lui. Son front n'était plus qu'une ligne oblique, son corps une masse d'indécision et de rage. « Où es-tu » gronda-t-il. « Que le diable t'emporte ! Où es-tu passé ?» Il crut entendre une voix qui disait « Les portes des goules sont faites pour être ouvertes et refermées. On ne peut pas les laisser ouvertes. Elles veulent se refermer. » Le rebord du trou vibra et remua. Monsieur Dandy avait déjà vécu un tremblement de terre des années plus tôt au Bangladesh. C'était la même sensation. Le sol trépida et Monsieur Dandy tomba, serait tombé dans les ténèbres, mais il agrippa la stèle effondrée, jeta sur ses bras autour et s'accrocha fermement. Il ignorait ce qu'il y avait sous lui, et il n'y avait aucune envie de la prendre. La terre trembla, et il sentit la stèle commencer à glisser sous son poids. Il leva la tête, l'enfant était là, elle le regardait d'en haut avec curiosité. « Je vais laisser la porte se refermer maintenant, dit-il. Je crois que si vous restiez accroché à ce truc, elle risque de vous retomber dessus et de vous broyer, à moins qu'elle ne vous absorbe et que vous ne soyez amalgamé à la porte. Je n'en sais rien, mais je vous laisse une chance. C'est plus que vous ne m'en avez jamais laissé à ma famille. » Une trémulation irrégulière. M. Dandy leva la tête, regarda l'enfant au fond des yeux et jura. « Tu ne pourras jamais nous échapper, dit-il. Ensuite, nous sommes des Jacks de tout métier, nous sommes partout, ce n'est pas terminé. Ça l'est pour vous, la fin de votre peuple et de tout ce qu'il représente. Comme l'a prédit votre camarade en Égypte, vous ne m'avez pas tué, vous étiez partout, à présent, tout cela est fini. » Puis Bod sourit. « C'est ça que fait Silas, n'est-ce pas ? C'est là qu'il est. » La tête de M. Dandy confirma tout ce qu'il avait deviné. Et Bod ne sut jamais ce qu'il aurait pu lui répondre, car l'homme lâcha la stèle et dégringola lentement par la porte béante des goules. « Weg, Calados » dit Bod. La porte des goules fut de nouveau une tombe, rien de plus. Quelque chose le tira par le manche. Fort en bas, Bartleby avait les yeux levés sur lui. « Bod, l'homme près de la chapelle, il grimpe la colline. » Le Jack se fia à son flair, l'une des raisons pour lesquelles il s'était séparé des autres, et pas des moindres, était que l'autre colonne puante que Jack Dandy l'empêchait de percevoir quoi que ce soit que ce fût de plus subtil. Il ne pourrait pas retrouver le garçon à l'odeur, pas ici. L'enfant sentait le cimetière, mais la fille sentait la maison de sa mère, la goutte de parfum qu'elle avait posée dans son cou avant de partir pour le lycée ce matin-là. Elle sentait la victime aussi, la sueur froide, pensa Jack, la proie, et
Où qu'elle fût, le garçon s'y trouverait aussi, tôt ou tard. Sa main se ferma autour du manche de son couteau, et il gravit la colline. Il était presque tout en haut lorsque l'idée le frappa, une intuition qu'il savait être juste, que c'en était fini de Jack Dandy et des autres. Tant mieux, pensa-t-il, on a toujours de la place au sommet. Son ascension dans la hiérarchie de l'organisation avait ralenti et stagné par la suite de son incapacité à tuer toute la famille d'Orient, comme si on ne lui faisait plus confiance. Mais bientôt tout allait changer. Au sommet de la colline, le Jack perdit la trace de la fille. Il savait qu'elle était tout près. Il rebroussa chemin, presque décontracté, trouvant son parfum à quelques 50 pieds de là, près d'un petit mausolée fermé par une grille. Il tira sur celle-ci et l'ouvrit en grand. Son odeur était plus forte, il sentait qu'elle avait peur. Il poussa les cercueils et leurs étagères un par un, et les laissa se fracasser à terre, le vieux bois volant en éclats et répandant leur contenu sur le sol du mausolée. Non, elle n'était cachée dans aucun de ceux-là. Mais où alors? Il scruta le mur. Tout d'un bloc, il se mit à quatre pattes, tira le dernier cercueil et tendit le bras derrière. Sa main trouva une ouverture. Scarlett, l'appela-t-il en essayant de se rappeler des intonations de Monsieur Frost. Mais il ne retrouvait même plus cette partie de lui-même. Il était le Jack à présent, et c'est tout ce qu'il était. À quatre pattes, il passa par le trou dans le mur. Lorsqu'elle entendit le vacarme en haut, Scarlett descendit leur marche lentement, précautionneusement, sa main gauche touchant le mur, la droite tendant le petit porte-clés à diode qui éclairait juste assez pour lui permettre de voir où elle posait les pieds. Elle atteignit le bas des marches et recula, pas à pas, dans la pièce, le cœur tambourinant dans la poitrine. Elle avait peur. Peur du gentil Monsieur Frost et de ses amis encore plus effrayants. Peur, un peu peur de Bod. Peur de cette chambre et de ses souvenirs. Ce n'était plus un garçon paisible, entouré de mystères, mais un lien avec son enfance. C'était autre chose, pas tout à fait humain. Je me demande à quoi pense maman alors qu'il est, dit-elle. Elle doit appeler sans cesse chez Monsieur Frost pour savoir quand je vais quand je vais rentrer. Si je sors d'ici vivante, se dit-elle encore, je l'obligerai à m'acheter un portable. C'est ridicule. Je suis la seule de ma classe à ne pas en avoir quasiment. Elle pensa, ma mère me manque. Elle n'aurait pas cru qu'un humain pût se déplacer aussi silencieusement dans le noir, mais une main gantée s'abattit sur sa bouche et une voix où l'on reconnaissait à peine celle de Monsieur Frost s'éleva, sans émotion. Tu tentes une ruse, n'importe laquelle, je te tranche la gorge. Hoche la tête si tu as compris. Scarlett hocha la tête. Bob vit le chaos au sol dans le mausolée Frobisher. Les cercueils tombés, le contenu répandu dans toute l'allée centrale. Les Frobisher et Frobisher avec un Y étaient nombreux, avec quelques petits fers. Tous à divers degrés de contrariété et de consternation. Il est déjà descendu, dit Ephraim. Merci. Il rampa dans le trou et pénétra dans la colline et descendit les marches. Bod voyait comme voient les morts, il vit les marches, il vit la pièce en bas, et arrivé à mi-hauteur des marches, il vit le Jack qui tenait Scarlett. Il avait entouré le bras derrière le dos et tenait un vilain grand couteau à désosser contre la gorge. Le Jack leva les yeux dans les ténèbres. Bonjour, petit. Bod ne répondit rien. Il se concentra sur son effacement, avança encore d'un pas. Tu crois que je ne te vois pas, dit le Jack. Et tu as raison. Je ne te vois pas, pas vraiment. Mais je flaire ta peur, et j'entends tes mouvements et ton souffle. Et à présent, je connais ta petite astuce de disparition. Je peux te ressentir, dit quelque chose maintenant. Dis-le, que je puisse t'entendre, ou je commence à découper en petits morceaux dans ta jeune demoiselle. Tu m'as bien compris? Oui, dit Bod dans la voix, résonna dans la pièce. J'ai compris. Bien, maintenant, viens ici qu'on bavarde un peu. Bod se remit à descendre les marches. Il se concentra sur l'effroi afin d'accroître le niveau de panique dans la pièce, de rendre la terreur tangible. Arrête, dit le Jack. Quoi que tu fasses, ne le fais pas. Bod renonça. Tu crois que tu peux me faire des petits tours de magie à moi? Tu sais qui je suis, petit? Vous êtes un Jack, vous avez tué ma famille, et vous auriez dû me tuer. Le Jack haussa un sourcil. J'aurais dû te tuer? Oh oui, le vieux m'a raconté que si vous me laissez atteindre l'âge adulte, votre ordre serait détruit. J'y suis arrivé, vous avez échoué et vous avez perdu. Mon ordre est plus ancien que Babylone, rien ne peut l'atteindre. Ils ne vous ont rien dit, n'est-ce pas? Bod était à 5 pas de Jack. Ils étaient les derniers des Jack. Est-ce que c'était déjà Cracovie, Vancouver, Melbourne? Tous disparus.
Scarlett intervint. Je t'en prie, Bod, fais quelque chose pour qu'il me libère. Ne t'inquiète pas, l'assura Bod avec un câble qu'il n'éprouvait pas. Puis il s'adressa au Jack. C'est inutile de lui faire du mal. C'est inutile de me tuer. Vous ne comprenez pas? Il n'y a même pas de confrérie de Jack de tout métier. Plus maintenant. Le Jack hocha la tête, pensif. Si, c'est vrai. Et je suis à présent un Jack tout seul. Alors j'ai une excellente raison de vous tuer tous les deux. Bod ne répondit rien. L'orgueil, reprit le Jack. L'orgueil de mon travail, la fierté d'achever ce que j'ai commencé. Puis il demanda. Que fais-tu? Les cheveux de Bod le picotaient. Il sentait une présence semblable à une volute de fumée qui s'entourait dans la pièce. Ce n'est pas moi, c'est la vouivre. Elle garde le trésor enterré ici. Ne mens pas. Il ne ment pas, confirma Scarlett. C'est vrai. Un trésor enterré? Ne me faites pas. La vouivre garde le trésor pour le mettre. Qui a dit ça? S'enquit Jack en dardant les regards autour de lui. Vous l'avez entendu? Lui demanda Bod, perplexe. Je l'ai entendu, oui. Moi je n'ai rien entendu, dit Scarlett. Quel est cet endroit, petit? Où sommes-nous? Avant que Bod eût le temps de parler, la voix de la vouivre s'éleva et résonna dans la pièce. Ceci est le lieu du trésor. Ceci est le lieu du pouvoir. C'est ici que la vouivre garde et attend le retour de son maître. Jack, dit Bod. Le Jack inclina la tête sur le côté. C'est agréable d'entendre mon nom dans ta bouche, petit. Si tu l'avais prononcé plus tôt, je t'aurais trouvé plus vite. Jack, quel est mon vrai nom? Comment s'appelait ma famille? Quelle importance pour toi maintenant? La vouivre m'a dit de me trouver un nom. C'était quoi? Voyons, était-ce Peter, ou Paul, ou Roderick? Tu as une tête de Roderick, à moins que ce ne soit Stephen. Il se jouait du garçon. Vous pouvez bien me le dire. De toute manière, vous allez me tuer. Le Jack haussa les épaules et hocha la tête. Je veux que vous laissiez partir la fille, exigea Bod. Laissez partir Scarlett. Le Jack scruta les ténèbres. C'est un hôtel, ça, non? Je suppose. Et un couteau. Une coupe? Une broche? Il souriait maintenant, dans l'obscurité. Bod le voyait sur son visage. Un étrange sourire enchanté qu'il semblait déplacer sur cette tête. Un sourire de découverte et de compréhension. Scarlett ne voyait rien d'autre que du noir et parfois faisait exploser des éclairs dans ses globes oculaires. Mais elle n'entendait le ravissement dans la voix de Jack. Alors comme ça, fils dernier, la confrérie est exterminée et la convocation touche à sa fin. Et pourtant, même s'il ne reste plus aucun Jack de tour métier à part moi, quelle importance! Une nouvelle confrérie peut renaître, plus puissante que la dernière. Puissance, reprit la vouivre en écho. C'est parfait, continua-t-il. Regardez-nous. Nous sommes dans le lieu que les miens ont cherché pendant des millénaires, avec tout le nécessaire pour la cérémonie qui nous attend. Voilà qui vous ferait croire à la Providence, n'est-ce pas? Ou aux prières amassées de tous les Jacques disparus avant nous. Au moment où nous touchons le fond, ceci nous est donné. Bod sentait que la vouivre écoutait les paroles du Jack. Il percevait un susurrement d'excitation sourd qui s'amoncelait dans la pièce. Je vais tendre la main, petit. Scarlett, mon couteau est toujours contre ta gorge. N'essaie pas de t'enfuir quand je vais te lâcher. Petit, tu vas poser la coupe, le couteau et la broche dans ma main. Le trésor de la vouivre, chuchota la triple voix. Il revient toujours, nous le gardons pour le maître. Bod se baissa, prit les objets sur l'autel, les déposa dans la main ouverte et gantée du Jack. Celui-ci sourit largement. Scarlett, je vais te relâcher. Quand j'aurai enlevé le couteau, je veux que tu t'allonges, face contre terre, les mains derrière la tête. Si tu bouges ou si tu tentes quoi que ce soit, je te tuerai dans la douleur. Tu m'as bien compris? Elle déglutit, sa bouche et ses chèques, mais elle avança d'un pas en tremblant, sur son bras droit que le Jack avait tordu jusqu'entre ses omoplates, était engourdi. Elle avait des fourmis dans l'épaule, elle s'allongea, la joue posée sur la terre battue. On est mort, se dit-elle, sans même une nuance d'émotion. Elle avait l'impression d'assister à des événements arrivant à d'autres, une pièce de théâtre surréaliste qui aurait tourné à la partie de meurtre dans le noir. Elle entendit Jack empoigner Bod. Laisse-la partir maintenant, fit la voix du garçon, celle de Jack. Si tu fais tout ce que je te dis, je ne la tuerai pas, je ne lui ferai même pas de mal. Je ne vous crois pas. Elle peut vous identifier. Non. La voix adulte semblait sûre de son fait. Elle ne peut pas. 10 000 ans et le couteau encore tranchant. L'admiration dans la voix était palpable. Petit, va t'agenouiller sur cet autel, les mains derrière le dos, tout de suite. Il y a si longtemps, dit la vouivre. Mais tout ce qu'elle entendit Scarlett
fut un son glissant, comme si des anneaux gigantesques s'enroulaient autour de la salle. Le Jack, lui, avait entendu. Tu veux connaître ton nom, petit, avant que je réponde ton sang sur la pierre? Bud sentit le froid du couteau contre son cou, et à cet instant il comprit. Tout se ralentit, tout devient net. Je connais ton nom. Je suis Nobody. Je connais mon nom. Je suis Nobody Owens. Voilà ce que je suis. Alors qu'il s'agenouillait sur l'autel froid, tout lui parut très simple. Vouivre, dit-il à la pièce. Voulez-vous toujours un maître? La vouivre garde le trésor jusqu'au retour du maître. Eh bien, n'avez-vous pas enfin trouvé celui que vous cherchiez? Il sentit la vouivre se tordre et se détordre, entendit comme le grattement de 1000 brindilles mortes, comme si quelque chose d'immense et de musclé se levait le long de l'intérieur de la salle. Et là, pour la première fois, Bud vit la vouivre. Après coup, il ne fut jamais capable de décrire ce qu'il avait vu. Une chose gigantesque. Oui, une chose avec un corps de serpent énorme. Mais une tête de quoi? Il y en avait trois. Trois têtes, trois coups. Des visages étaient morts, comme si on avait fabriqué des poupées à partir de ce corps humain et d'animaux. Des visages étaient couverts de motifs violets, des tatouages indigos en spirale. Ils donnaient aux faces mortes une expression étrange et monstrueuse. Les visages de la veuve fouillirent l'air autour de Jack, hésitant, comme si il voulait le toucher ou le caresser. Que se passe-t-il? Demanda le Jack. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? On l'appelle la vouivre, elle garde les lieux. Elle a besoin d'un maître pour lui dire quoi faire, dit Bud. Jack soupesa le couteau en silex. Splendide, dit-il. Pensa-t-il. Bien sûr, dit-il. Ensuite, elle m'attendait. Et oui, évidemment. Je suis bien son nouveau maître. La vouivre encerclait l'intérieur de la pièce. Maître, fit-elle, comme un chien, sagement attendu pendant trop longtemps. Elle prononça de nouveau maître, comme pour tester le mot et découvrir son goût. Et ce goût était bon. Alors elle le redit encore avec un soupir de nostalgie ravi. Maître. Jack baissa les yeux sur Bud. Il y a 13 ans, je t'ai raté. Et maintenant, nous sommes de nouveau réunis. La fin d'un ordre, le début d'un autre. Adieu, boy. D'une main, il abaissa le couteau contre la gorge de l'enfant. L'autre tenait la coupe. Bud, dit Bud. Pas boy, Bud. Il éleva la voix. Vouivre, que ferez-vous de votre nouveau maître? La vouivre soupira. Nous le protégeons jusqu'à la fin des temps. La vouivre le retiendra à jamais dans ses anneaux et ne le laissa jamais endurer les dangers du monde. Alors protégez-le, maintenant. Je suis votre maître. Vous m'obéirez, dit le Jack. La vouivre a attendu si longtemps, fut la triple voix de la vouivre, triomphante, si longtemps. Elle commença à lever autour du Jack ses anneaux formidables et lents. Il lâcha la coupe, un couteau, à présent dans chaque main, un couteau de silex et un à manche en os noir. Il se mit à protester. Arrière, ne me touchez pas, ne m'approchez pas. Il cinglait l'air de ses couteaux tandis que la vouivre s'enroulait autour de lui, d'un grand mouvement écrasant, l'engloutissant dans ses anneaux. Bud courut jusqu'à Scarlett et l'aida à se lever. Je veux voir, dit-elle, je veux voir ce qui se passe. Elle prit la diode LED, l'alluma. Scarlett ne voyait pas ce que voyait Bud. Elle ne vit pas la vouivre, heureusement pour elle, mais elle vit le Jack. Elle vit la peur sur ses traits, qu'il faisait ressembler à l'ancien Monsieur Frost. Dans la terreur, il était gentil monsieur qui l'avait ramené chez elle. Il flottait en l'air, 5 à 10 pieds au-dessus du sol, tailladement furieusement le vide de ses deux couteaux, s'efforça de poignarder quelque chose qu'elle ne voyait pas, et ses efforts restaient visiblement sans effet. Monsieur Frost, dit le Jack. Quel qu'il fut entraîné loin d'eux, tiraillé jusqu'à ce qu'il se trouvait en bras de croix, ses membres écartés et battants, contre le mur latéral de la chambre. Scarlett eut l'impression que Monsieur Frost était entraîné à travers le mur, happé par la roche et avalé par elle. Plus rien n'était visible qu'un visage. Il criait comme un fou, désespéré, hurlait à Bud de tout annuler, de le sauver. Pitié, pitié! Puis le visage de l'homme fut tiré dans le mur et la voix se tut. Bud se leva de l'autel, il ramassa par terre le couteau de pierre, la coupe, la broche, et les remit à leur place. Il laissa le couteau de métal noir là où il était tombé. Je croyais que la vouivre ne faisait pas de mal, dit Scarlett. Tu disais qu'elle pouvait que nous faire peur. Oui, mais elle voulait un maître à protéger. Elle me l'a dit. Tu veux dire que tu savais que ça arriverait? Oui, je l'espérais. Il soutint pour remonter les marches et perdit pied dans le chaos du mausolée Frobisher. Il va falloir que je nettoie tout.
que je nettoie tout ça, observa Bod d'un air détaché. Scarlett s'efforça de ne pas regarder ce qu'il y avait par terre. Il sortit dans le cimetière. Scarlett répéta d'une voix morne. Tu savais que ça arriverait? Cette fois, Bod ne répondit rien. Elle le regarda comme si elle ne comprenait pas vraiment ce qu'elle avait devant les yeux. Alors tu le savais, que la vouivre allait l'emporter. C'est pour ça que tu m'as caché là-dedans, hein? C'était quoi, moi? Un appât? Ça ne s'est pas passé comme ça, dit Bod. Puis elle ajouta. On est encore en vie, non? Il ne nous embêtera plus. Scarlett sentait la colère et la rage enfler en elle. La peur s'était évanouie. Il ne lui restait plus que le besoin de se déchaîner et de hurler. Elle combattit cette envie. Et les autres, tu les as tués aussi? Je n'ai tué personne. Alors où sont-ils? L'un d'eux est au fond d'un tombeau profond, avec une cheville cassée, et 3 autres sont très loin. Tu ne les as pas tués? Bien sûr que non. C'est chez moi ici. Tu crois que je voudrais voir traîner dans les parages jusqu'à la fin des temps? Écoute, tout va bien. Je me suis occupé d'eux. Scarlett s'écarta d'un pas. Tu n'es pas une personne, dit-elle. Les gens se comportent pas comme toi. Tu es aussi affreux que tu es un monstre. Bod sentit le sang quitter son visage. Après tout ce qu'il avait traversé cette nuit-là, avec tout ce qui s'était passé, c'était d'une certaine manière le plus dur à avaler. Non, protesta-t-il, ça ne s'est pas passé comme ça. Scarlett commença à s'éloigner de lui à reculons. Elle fit un pas, 2 pas, et allait s'enfuir, se retourner, prendre ses jambes à son cou, partir dans une course désespérée à travers le cimetière, sous le clair de lune, lorsque un homme de haute taille, vêtu de velours noir, posa une main sur son bras et dit « Je crains que tu sois injuste avec Bod, mais tu seras, sans aucun doute, plus heureux si tu ne te rappelles de rien, de tout cela. Faisons donc quelques pas ensemble, toi et moi, et parlons de ce qui t'est arrivé ces derniers jours, et qu'il serait sage de te rappeler, et de ce que tu ferais mieux d'oublier. » Silas, l'interpella Bob, tu ne peux pas. Tu ne peux pas la forcer à m'oublier. Ce sera plus dur ainsi, plus sûr ainsi, dit simplement Silas, pour elle, sinon pour vous tous. Mais je n'ai pas mon dos à dire, demanda Scarlett. Silas ne répondit rien. Bob fit un pas vers elle. Écoute, c'est terminé, les rassura-t-il. Je sais que ça a été dur, mais on y arrivait. Toi et moi, on les a battus. Et secouait doucement la tête, comme pour nier tout ce qu'elle voyait, tout ce qu'elle vivait. Levant les yeux sur Silas, elle lui dit quelques mots. Je veux rentrer chez moi, s'il vous plaît. Silas opina, il descendit avec la fille, l'allée qui allait les mener hors du cimetière. Bud fixa des yeux Scarlett qui s'éloignait, espérant qu'elle se retournait pour le voir, qu'elle sourirait ou poserait simplement sur lui un regard dénué de peur. Mais Scarlett ne se détournait pas, elle ne fit que s'éloigner. Bud rentra dans le mausolée, comme s'il avait besoin de s'occuper. Il commença à traverser les cercueils tombés, à retirer les débris et à ranger les cercueils, les os éparpillés. Déçu de constater que parmi tous les Frobisher avec un Y, et Petitfer, rassemblés pour le regarder, aucun ne semblait savoir au juste quels ossements allaient dans quelle boîte. Un homme ramena Scarlett ses ailes. Plus tard, sa mère ne se rappelait pas bien de ce qu'il lui avait dit, hormis la nouvelle décevante que le sympathique Jay Frost avait dû quitter la ville. L'homme parla avec elle dans la cuisine, et leur vie et leurs rêves. Et à la fin de cette conversation, la mère de Scarlett avait curieusement décidé de retourner à Glasgow. Scarlett serait heureuse d'être près de son père et de recevoir ses anciens amis. Silas laissait la fille et la mère discuter dans la cuisine, débattre de l'organisation du retour en Écosse, tandis que Nona promettait à Scarlett de lui acheter un portable. Elle ne se rappelait pas à peine de sa venue, et c'était ce qu'il oubliait. Silas regagne le cimetière et trouva Bod assis dans l'amphithéâtre à côté de l'obélisque, les traits figés. Comment va-t-elle? J'ai emporté ses souvenirs, dit Silas. Elles vont rentrer à Glasgow. Elle a des amis là-bas. Comment as-tu fait pour l'obliger à m'oublier? Ces gens sont volontaires pour oublier ce qui ne peut pas l'être. Cela rend leur monde plus sûr. Je l'aimais beaucoup, dit Bod. Je suis désolé. Silas s'efforça de sourire, mais il ne trouvera pas de sourire en lui. Ces hommes, ils parlaient des ennuis qu'ils avaient eus à Cracovie et à Melbourne et Vancouver. C'était toi, n'est-ce pas? Je n'étais pas seul. Miss Lupescu demanda Bod. Puis il vit l'expression de son tuteur. Elle va bien? Silas secoua la tête, et l'espace d'un instant, son visage fut terrible à voir. Elle s'est battue en brave. Elle s'est battue pour toi, Bod. La vouivre a pris le Jack. 3 autres sont passés par la porte des Goules. Il y en a un de blessé, mais encore vivant au fond du tombeau, Casters. C'est le dernier des Jack, dit Silas. Il va falloir que je lui parle. Alors, avant le lever de soleil. Le vent qui soufflait dans le cimetière était froid, mais ni l'homme ni l'enfant ne semblaient le sentir. Elle a peur de moi, dit Bod. Oui,
Mais pourquoi? Je lui ai sauvé la vie, je ne peux pas. Je ne suis pas mauvais, et je suis tout comme elle, je suis vivant. Moi aussi. Puis il regarda. Comment est morte Miss Lupescu? Bravement, au combat, en protégeant les autres. Les yeux de Bod étaient sombres. Tu aurais pu la ramener ici, l'enterrer ici. Comme ça, j'aurais pu lui parler. Ce n'était pas envisageable. Bod sentit ses yeux le piquer. Elle m'appelait Nimini, dit-il. Personne ne m'appellera plus jamais comme ça. Silas dit. Si nous avions cherché à manger. Nous? Tu veux que je vienne avec toi? Personne ne cherche à se tuer. Pas en ce moment. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne feront plus, maintenant. Donc oui. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Bod envisagea de dire qu'il n'avait plus faim, que ce n'était tout simplement pas vrai. Il y avait un peu de mal au cœur, un peu mal à la tête s'il était affamé. De la pizza, proposa-t-il. Ils traversèrent le cimetière jusqu'aux grilles en marchant. Bod vit les habitants du cimetière, mais ils laissèrent l'enfant et son tuteur passer parmi eux sans un mot. Se contentaient de le regarder. Bod essaya de les remercier pour leur aide et montrer la gratitude, mais les morts ne dirent rien. Les lumières de la pizzeria étaient vives, trop vives, pour que lui montrât comment utiliser un menu. Pour que Bod soit à l'aise, et lui s'installèrent dans le fond, et Silas lui montra comment utiliser un menu, comment commander à manger. Il demanda pour lui-même un verre d'eau et une petite salade, qu'il chipota dans l'assiette avec sa fourchette sans jamais la porter réellement à sa bouche. Bod mangea sa pizza avec ses doigts et avec enthousiasme. Il ne posa pas de questions. Silas lui parlerait en temps voulu, ou pas du tout. Nous connaissions leur existence, dit-il, l'existence des Jack depuis très, très longtemps. Mais nous n'avions eu vent d'eux que par des résultats de leur activité. Nous ne soupçonnions une organisation derrière tout cela. Mais ils se cachaient trop bien. Et puis ils sont venus à ta recherche, ils ont tué ta famille, et lentement, j'ai pu retrouver leurs traces. Nous, c'est toi et Miss Lupescu. Nous et d'autres. Comme nous. La garde d'honneur. Où tu en as entendu parler demanda Silas. Puis il ajouta. Peu importe, les petits cruchons ont de grandes oreilles, comme on dit. Oui, la garde d'honneur. Silas souleva son verre d'eau. Il posa le bord contre ses lèvres qu'il humidifia, puis le reposa sur la table noire et polie. De la surface de la table luisait presque comme un miroir, et, en observant avec attention, il aurait pu voir que l'homme de haute taille ne s'y reflétait pas. Bon, dit Bod, maintenant tu en as fini avec tout ça. Tu vas rester? J'ai donné ma parole et je serai là jusqu'à que tu sois grand. Je suis grand. Non, presque. Pas tout à fait. Il posa un billet de 10 livres sur la table. Cette fille, reprit Bod, Scarlett, pourquoi elle a eu si peur de moi, Silas? Mais Silas ne répondit rien, et la question resta suspendue en l'air tandis que l'homme et l'adolescent sortaient de la pizzeria, vivement éclairés pour retrouver la pénombre qui les attendait, et bientôt, ils furent engloutis par la nuit.